Salut, c'est Adil et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Patron, le seul rendez-vous où tu peux discuter directement avec les stars de la Startup Nation. Ça se passe sur Twitch un mardi sur deux à 21h et en replay sur YouTube et sur Spotify. Comme tu vas le voir dans quelques instants, ce n'est pas du tout un podcast classique où l'invité va raconter son parcours, mais plutôt des questions-réponses avec l'audience, ce qui est grave stylé et ce qui change, on va pas se mentir. N'oublie pas de follow Le Patron sur Instagram pour ne pas rater les prochains lives et de t'abonner ici si tu kiffes, un petit like, commentaire, tu connais, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas, à force de côtoyer les patrons, on finit par l'être. Profite. Et c'est parti. Yes, ça fait plaisir. Putain, j'ai attendu ce moment depuis 15 jours. 15 jours sans Twitch, ça fait mal. Je crois que c'est depuis ta naissance. Non, mais 15 jours sans Twitch, tu peux pas savoir à quel point. Oh là 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 là. Ça fait plaisir les amis, bonsoir, je vois qu'il y a déjà du monde sur le chat, ça fait plaisir. Voilà, on est de retour pour Le Patron avec un nouveau patron et pas n'importe qui. Allez, je commence un peu à vendre mes invités, tu vois, dès le départ, quoi. Comme ça c'est bien parti. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, Le Patron, donc c'est le rendez-vous où on échange, on discute avec ces stars de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a une star avec nous et pas n'importe qui. Et reste avec nous, voilà, parce qu'il y a plein de surprises. Vous allez voir, ça va être dingue du début jusqu'à la fin, comme d'habitude. Voilà, ça on connaît très très bien. Donc, sans plus tarder, Patrick Amiel, d'après les réseaux, tu me dis si c'est vrai ou faux, hein, cofondateur du coup de My Best Pro. Ouais. Et du coup, c'est de la mise en relation particulier, professionnelle. Ouais. Et c'est une boîte dans laquelle il y a plein de boîtes. Exactement. Tu vois, on reviendra quand tu veux. Ça marche. Deuxièmement, du coup, board member chez France Digital jusqu'à 2017. Ouais. Trop cool. Et on salue d'ailleurs la team France Digital qu'on adore. Voilà. Ensuite, le gars qui imite les hôtesses dans un avion. Ah non, ça on n'en parle pas. Tu m'as dit tout à l'heure que je peux dire tout ce que je veux. Lâche-toi. Ok, le bachelier promo 90 du lycée La Folie Saint-James à Neuilly. Ah oui, t'es allé chercher. Yes Ah non, je savais pas que ça remontait là. Ouais. Trop fort. Voilà, j'ai mes sources. Alors il y a une petite variante, c'est que j'ai fait un bout de mes études là, mais le bac c'était à Nice. Ah merde. Voilà. Ah, j'étais trop sûr de moi, merde. Ok, putain. J'étais vraiment trop sûr, j'étais là en mode ouais, j'ai trouvé l'info et tout. Mais faut pas oublier les régions. Ok, pas grave. Du coup, t'es aussi business angel, ce qui veut dire investisseur privé, donc t'investis de ton argent à toi dans des boîtes, dans des belles boîtes d'ailleurs, comme Jump, qui sont archi cool. Salut la team Jump. Luco. Ouais. Avec Raphaël et la team. Ledger avec Eric et toute la team aussi. Vibe qui a fermé. On va parler de tout ça par la suite. Ouais. Pacha App, Scouts, Figure. Ouais, c'est pour l'instant, ok, je ne me suis pas trompé. Cool. Tu es aussi freelance en conseil en stratégie digitale, CAC 40 et startup. Ça m'est arrivé. Okay, j'ai plus le temps. Ok. C'était parce qu'il y a toujours ton profil sur Malte. Ouais, il traîne, mais je pense qu'il est plus actif. Ok, ça marche. Tu es aussi sur Internet, kiné. Tu es situé au pôle santé, bâtiment B, Lunel. Je vois à quoi tu fais allusion. C'est un homonyme. Ok. Alors voilà, moi j'ai vu Patrick Amiel, je me suis dit vas-y, on va checker. Et tu es fondateur du coup depuis 2019 de 321 Founded. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Startup Studio du coup pour les grands groupes. Voilà, on va parler de tout ça. Moi, la question que j'adore poser à mes guests dès le départ, c'est ta semaine, est-ce qu'elle était startup ou au calme? Est-ce qu'elle était startup, genre en mode ou au calme, tranquille? Non, le calme fait plus partie du quotidien. Qu'est-ce que t'as fait du coup lundi? Là, on est mardi soir. Lundi. Tellement de choses. En résumé. Fait marquant lundi. Lundi, on réunit toute l'équipe et on se met la patate mutuellement. C'est-à-dire on réunit toute la petite équipe de 3D Infondil et on se raconte un peu les actus des uns des autres et ça pulse de partout. Donc là, il y a deux nouvelles boîtes qu'on lance et c'était un peu l'actu de notre lundi. Ok. Hâte de parler de tout ça. Et aujourd'hui? T'as passé la journée à préparer le talk ce soir. Ouais, j'ai fait des fiches. T'as fait que ça. Voilà. Je suis chez le coiffeur aussi. Attends, non, pas sûr. Ça, j'appelle la communauté à tout moment avec le casque, parce que j'ai une coupe magnifique d'habitude, mais là, n'hésitez pas à me faire des signes pour me dire ce qu'il faut que j'arrange, que ça part en vrille en général. Non, ça va. Sur TikTok, c'est bien. Les gens vont kiffer. Du coup, au programme, comme d'habitude, il y aura donc la petite intro qui est faite là. Ensuite, on va enchaîner sur toi, Patrick, la personne. Ensuite, 3, 2, 1, Founded, la boîte, comme ça on sait, voilà, comme ça vous n'allez pas poser ces questions-là, on va dire, de base,
vu que c'est moi qui les pose dès le départ. Et juste après, on enchaîne sur vos questions, les amis. Je vois qu'il y a déjà du monde, ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, on va enchaîner sur les pires anecdotes. Ouais, ça, je t'ai pas dit tout à l'heure. Voilà, je garde des surprises. Et à la fin, du coup, il y a la minute mentorat. Voilà. Voilà. Sans plus tarder, je pense que ça serait bien qu'on puisse passer à qui es-tu après le jingle. Let's go. Yes, qui y es-tu? Donc l'idée c'est que, comme je t'ai dit, on va revoir un petit peu les bases ensemble. Je te pose les questions, tu me réponds sans réfléchir très vite. Let's go. Donc première question, ton nom, Amiel. ton prénom, Patrick. tes surnoms. Pas tout. Ok, t'as quel âge? 49. Tu le vis bien? Bah, tu vois. Ok, t'as répondu à ma question, c'est parfait. Ta ville de naissance? Suresnes. C'est où? Non mais oh. Non, Pas mais- très loin de chez toi, à l'autre bout de Paris, dans le 92. Ok. Ta ville de résidence? À Neuilly. Ok. Quelle langue tu parles? Espagnol, français, anglais. Donc on peut continuer le talk en espagnol? A ver si quieres en espagnol, me da igual. Merde. Et toi? Non, moi je suis bloqué. Il faut Google. Tes origines? Marocaine. C'est vrai? Ouais. Non. Ah bah oui, tu vois, il y a des surprises pour toi aussi. Bah oui. Attends, explique. Mon père est né au Maroc, ma mère en Tunisie, mais a grandi au Maroc. Voilà. Putain, Et c'est ouf. C'est donc, ouf. du sang méditerranéen. Ok, c'est ouf. Tu sais que j'ai grandi là-bas, moi. Ça? 19 ans, Rabat. Ah. Et C'est- ma femme a grandi à Casa. Putain, c'est ouf. Ok, ça, je savais pas. Ta situation familiale. Toujours marié avec madame, parce que la cuisine marocaine, Les pâtisseries, c'est ça? au début du mariage. Ton école. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'EDEC. Ok. Ta profession. Alors là, je veux dire entrepreneur, parce que c'est dans le sang, et d'essayer de monter un maximum de boîtes. Ok. Tes passe-temps. Passe-temps, mes enfants. Ok. Et ta plus grosse fierté? Mes enfants. Ouais, je veux dire que... Alors si on est dans le domaine, ouais, non, personnel, d'essayer d'aider un maximum de personnes dans plein de situations différentes. Ok. C'est quoi ton plus grand rêve de Patrick Amiel's Dream? Ah En oui, on anglais, passe c'est en encore anglais, plus là. stylé. Grand rêve dans le cadre. Il faut cadrer un peu pro, au général, tout, dans le monde. Dans ta vie. Un truc genre, si tu le fais avant de mourir, tu serais heureux. Moi, c'est fait. Faire du bien un max. Oui, mais il n'y a pas d'objectif. C'est pas un truc limité. Ah, après, ok. Non, Non, mais il y a faire pas du de bien un problème. maximum à chaque contact. Ok, et j'ai une petite question, c'est quand ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Quand ça va pas, je me mets tout seul. Ouais. Et j'écoute Startup au calme. Merci. Ah oui, c'est ça, merci. Non, je prends le temps et puis je relativise beaucoup par rapport à... Il y a 1 milliard de trucs plus graves. Donc il y a peu de choses qui me touchent et qui me font mal. Puisqu'on a dit qu'on se disait tout. Ouais. Donc voilà, je considère que la vie est courte et qu'il faut en profiter. Donc avant que ça me fasse mal, il faut que ça soit un truc très grave et tout le reste, ça passe à côté. Ça, c'est des paroles de quarantenaire. Hein. Eh ben non, mon petit. Eh ben non, mon petit. Parce que moi, je dis pas ça. Hein. Ouais, non, mais même à ton âge, je disais ça et on en reparlera. Ok, ça marche. Donc, dernier truc, imagine que derrière la caméra là, tu vois, là, regarde la caméra tout au centre, qu'il y a Eric Larchevêque. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Bah non, tu vois, Eric, je trouve que c'est un mec qui... Non, mais parle à lui. Et cher Eric, continue de garder ton ADN, de faire du bien. Donc on revient sur un point commun. C'est trop beau d'avoir des belles boîtes françaises qui ont un reach international comme ça et qui cartonnent. Il n'y en a pas des masses. Et je sais que tu fais du bien dans ta région et que tu penses vachement à l'emploi local. Donc bah, continue, grossis et fais du bien encore à plus de monde. Ok, trop cool. Ça, c'est le message que j'envoie par la suite à quelqu'un d'autre. Voilà, je pense qu'on t'a trop connu là au début, c'est un peu trop. On enchaîne les amis, voilà sur le pitch pour savoir un petit peu du coup voilà plus sur 3, 2, 1 Founded. Après le jingle et après du coup ça sera vos questions. C'est parti. Donc il est temps de découvrir 3, 2, 1 Founded via son pitch. Les règles sont très simples. Donc l'idée c'est que moi j'ai un sablier. Voilà, parce que sinon les gens parlent trop, tu vois. Et l'idée c'est que je vais te poser des questions, tu vas me répondre en 30 secondes. Okay. Et on va faire tout le pitch, tu verras, du début jusqu'à la fin. Alors 3, 2, 1, c'est parti. C'est quoi le client parfait de 3, 2, 1 Founded? On n'a aucun client. J'ai interdit ce mot au sein de l'entreprise. On n'a que des co-actionnaires qui sont des grandes boîtes, soit des boîtes 440, soit des grosses boîtes en province, qui en veulent, qui ont envie de faire bouger les murs, qui ont envie d'innover. Ok, donc des boîtes de CAC 40, t'as encore le temps. Mais pas que. Mais pas que, ok. Et donc ce ne sont pas des clients.
On se positionne dès le début avec eux, on a envie de monter des choses avec eux, donc on n'a pas de relation client-fournisseur. On est dès le début ensemble dans la même barque pour cartonner. Ok, tu as parlé du cartonnier, donc c'est quoi leur problème déjà? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ont plein d'idées, ils ont plein de moyens, mais dès qu'il s'agit de lancer des nouvelles choses, il y a plein de barrières culturelles, légales, tech. C'est un peu lent dans la prise de décision parfois. Et alors qu'ils ont des atouts en or, donc ils cherchent une façon de lancer des choses sans l'inertie, quoi. En gros, pour dire en quelques mots, parce que je vois qu'il me reste beaucoup de temps, on cherche la force du mammouth sans la lenteur du mammouth. Ok, j'aime bien. Du coup, quelle solution tu proposes à ces gens-là? On leur propose, dans un premier temps, d'étudier des opportunités avec eux, de creuser, d'analyser, de décortiquer des sujets, de voir s'il y a un truc à faire. Et au bout de cette période qui prend en moyenne 2 mois, on se pose une seule question ensemble. On se dit, voilà, si on était tous les deux co-actionnaires de cette boîte et cofondateurs, est-ce qu'on pense qu'il y a vraiment un truc? Est-ce qu'on mettrait notre argent? Est-ce qu'on irait? Est-ce que ça vaut le coup d'y passer les 3 prochaines années et de se lancer? Ok, du coup, le business model, comment je gagne de l'argent avec 3 2 Unfounded? On a deux jambes dans notre business model. La première, pour être très clair, les premières parties, on est payé pour analyser. Ok, Et la deuxième partie, on devient associé au capital, comme dans un fonds d'investissement où on a une partie du capital. Et c'est là où on ne se fait pas comme un cabinet de conseil ou une agence. Nous, on sera hyper content si dans 3, 4, 5 ans, la boîte cartonne. Donc on s'inscrit dans le temps, on n'est pas là pour facturer et faire des slides. On est là pour faire des boîtes et les faire décoller. ok, j'aime bien. On aligne nos objectifs. Je vois qu'il me Ok, reste du temps. ça va. On enchaîne. Donc après business model, l'MVP, c'était quoi l'MVP de 3 2 Unfounded? Tu es au tout départ, Ouais, au point de départ. Point de départ, un peu une discussion avec mon fils à qui j'ai demandé, donc il va être encore là, quelle banque tu vas prendre. Et il m'avait dit probablement en gros Apple Bank ou Samsung Bank, un truc comme ça, c'était il y a quelques années. Et je me suis dit, qu'est-ce que vont devenir ces boîtes du CAC 40 si tous les jeunes ne les ont plus dans le radar. Et donc j'ai pris Wikipédia, j'ai contacté 30 patrons du CAC 40 et je leur ai dit, vous voulez pas qu'on s'associe pour monter des boîtes? ok, trop cool. Et du coup, tu as répondu à la prochaine question d'une manière ou d'une autre qui est la stratégie de distribution. Donc, comment tu as pu avoir ces gens-là? Alors, premier point, Wikipédia, 30 mails dans le dur à des patrons du CAC 40. Je ne les connaissais pas. Tu fais nom, prénom, total.com et compagnie, ça marche. 3 lignes, des rendez-vous, donc ça. Et jusqu'à présent, on n'a fait aucune prospection, aucun développement, aucune communication. On a la chance d'avoir un peu de réseau avec les cheveux blancs, 49 ans, ça sert. Donc on a surfé un peu sur le réseau pour lancer la boîte et je vais pas avoir le temps de finir. Fini. Non, j'aime bien, j'avais rencontré il y a très longtemps le directeur marketing d'Audi qui disait les Audi, c'est pas des voitures qui se vendent, c'est des voitures qui s'achètent. Et ben, nous, on a essayé de se dire, on va pas se la raconter à droite à gauche en disant qu'on fait plein de trucs merveilleux, on va fermer les yeux, on va baisser la tête, on va mettre le nez dans le guidon, on va essayer de lancer les premières boîtes. Et si on arrive à créer quelque chose de qualité, il y aura un effet boule de neige et c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ok, ça marche. Je te laisse du temps. En attendant, moi, je regarde le chat. Il y a déjà des questions. Merci beaucoup, les amis. J'arrive dans quelques secondes. On finit juste le pitch. On enchaîne du coup sur les coûts. Combien ça a coûté du coup le lancement? Pour lancer 3-2-1, Ouais. 0. Ça a coûté du temps, Ok. de l'argent, un effort personnel parce que avec mon associé Romain, pendant quasiment jusqu'à aujourd'hui, donc presque 3 ans et demi, 4 ans, on ne s'est pas payé. Donc l'effort, c'est nous qui l'avons. Voilà, on avait la chance d'avoir un peu tout de côté et ça a permis de financer le lancement de la boîte. Ok. Du coup, le financement, même si tu as répondu, comment tu as fait du coup là pour financer la boîte? Aujourd'hui, on a dans la première phase, quand on lance des boîtes, on analyse et donc il y a une rémunération pour ça, qui est servi un peu de premier sous pour embaucher les premiers collaborateurs derrière et d'amorcer la pompe Ok. en autofinancement. Ok, ça marche. Après, on parle souvent, tu vois, du founder et du coup de l'importance du match entre le founder et le produit Ouais. et le marché. Et du coup, la question que moi j'ai, c'est pourquoi Patrick est son associé et pas d'autres personnes? Alors on est très complémentaires avec Romain. Romain, c'est un peu le ministre de l'Intérieur et moi ministre de l'Extérieur. Ok, Donc lui, il prend un plat de spaghetti, il va le démêler, le structurer et en faire plein de choses. Là où moi, je vais regarder le plat de spaghetti, à part le manger, je ne saurais pas faire grand-chose. ok, Et puis moi, je vais plutôt travailler sur la vision, l'onboarding de l'équipe, aller discuter, aller craquer le modèle. Et voilà, c'est ensemble, il faut des profils différents. ok. On pourra y revenir après.
Ça marche. Dans un marché, j'imagine que vous n'êtes pas tout seul. Donc, quels sont vos concurrents aujourd'hui? Alors, on est un truc hybride. Tu vois, on n'est pas, j'arrive pas encore à dire ce que c'est. On est un corporate startup studio, mais ça veut pas dire grand-chose. Personne ne comprend rien là-dedans. Moi, j'ai compris. Hein. C'est vrai? Oui. Ah, c'est cool. On verra tout le monde. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve des fois, je vais les nommer avec un gros mammouth, un McKinsey en face sur Ouais, c'est sur des BCG, Okay. des trucs comme ça. Des fois, c'est des grosses SS2I ou des agences ou des startup studios qui commencent à pousser. Ok. Et c'est quoi la différence entre vous et eux? Amo, entrepreneur. Ah. On est donc 43 personnes au sein de 3D Infondid et on doit être 40 à avoir monté minimum une ou deux boîtes au préalable. Donc on a cet ADN entrepreneurial, on a une façon de penser un peu différente, une envie d'aller vite, un mindset assez particulier, un réseau, tu vois, et je pense que c'est ce qui fait on est heureux de se retrouver entre entrepreneurs le matin. Et les boîtes avec lesquelles on bosse sont assez heureuses de se nourrir de cette approche et de cette énergie. Ok. Le premier recrutement, c'était qui? Et pour quel poste? Waouh, Juliette. Ouais, qui a été... Juliette Morel, qui ne va pas écouter parce qu'elle est toujours dans des bars le soir. Juliette, c'était une collaboratrice qu'on a prise sur une mission et puis on est mutuellement fit parfait. Alors, elle a la particularité d'avoir fait une grande école de commerce, bon, fine, d'avoir fait un CAP de pâtisserie, d'être comédienne et vous pouvez aller la voir en spectacle les dimanches matins, elle joue le rôle d'une coccinelle. Okay. Là, donc c'est un profil un peu atypique, mais voilà, un mindset et un cerveau top. Donc et du coup, elle fait quoi dans l'équipe? Alors dans l'équipe, elle fait la phase de ce qu'on appelle venture design, donc elle analyse les opportunités pendant 2 mois. Quand on commence à discuter avec un co-actionnaire qui est une grande boîte, on va d'abord se demander est-ce qu'il y a vraiment un truc à faire là-dedans. Donc elle prend ça, on a construit ensemble une méthode, elle décortique, elle analyse. Il y a énormément de boulot pour se dire oui, il y a une vraie opportunité ou surtout il ne faut pas y aller, quoi. Ok, tu m'as dit c'est 320, voilà, 3-2-1 Founded, ça existe depuis 3 ans, c'est ça? Ouais. Et comment tu voyais la suite à l'époque? Franchement, je ne pensais pas qu'on allait grossir aussi vite. Et on était convaincus avec Romain, mon associé, qu'on s'est associé sur un mot. On s'est dit un mot qui était la bienveillance. On s'est dit on va faire un truc qui va essayer de faire du bien à nos futurs collaborateurs, à nous, peut-être à la planète. Et donc ça, c'était la base. Et on s'est dit on a envie de cultiver ce bien-être au quotidien, de s'entourer de gens et faire que tout le monde se régale quand on se retrouve le matin. Donc ça, c'est notre trésor. Et on était assez ambitieux, on a dit on n'a pas envie de faire une petite boutique. Et donc là, on grossit, on se nourrit. Et puis là, on se dit où est la limite? Et j'ai pas encore la réponse. Ok, ça me va très très bien. Merci. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu toutes les slides une après l'autre. Voilà. Tu peux balancer ça à qui tu veux par la suite, comme ça il connaît tout. Voilà, j'espère que tout le monde a compris. J'espère, voilà. En tout cas, je vais prendre vos questions dans quelques instants, vraiment quelques instants, parce qu'il est temps aussi qu'on parle du sponsor de cet épisode quand même. Il s'agit de Factory Club. Tu connais ou pas? Non. Ah voilà, c'est l'occasion. Exactement. Savoir plus. Factory, qu'est-ce que c'est? C'est un groupement de sportifs de haut niveau qui investissent dans les boîtes. D'accord. Et c'est grave stylé. Donc les sportifs, ils ont de l'argent, ils savent pas quoi en faire. Souvent, ils ont des deals pas ouf. Donc dans les startups, c'est pas mal. C'est un très très bon deal pour eux. Et pour les startups, les sportifs, on sait très bien, ça apporte la visibilité. Tu vois, quand tu es associé à, je sais pas moi, même à des petits joueurs, tu vois, ou qui sont pas très connus à ce point-là, ils ont du bon réseau, ils ont de la bonne visibilité, ils ont un mindset aussi au niveau. Et ça craque un peu le game, quoi. C'est ça ils apportent de l'argent en investisseurs et leur image. En gros, ils sont l'intermédiaire entre les sportifs et entre les startups. D'accord. Un peu comme ce que Blaise Matuidi a lancé avec Origins. D'accord. Voilà. Okay, et là, je balance concurrent direct. Voilà. La meilleure pub de Coca, ça serait c'est Pepsi aussi, c'est très cool. Yes. Du coup, ce qui est très cool avec Factory, c'est qu'ils ont changé d'offre. Donc là, récemment, et ils sont partis sur un délire qui est grave cool. Donc aujourd'hui, ils accompagnent les startups à lever des fonds en moins de 12 semaines. Okay. Et ça, c'est grâce du coup à leur réseau d'investisseurs, sportifs ou pas sportifs aussi, parce qu'ils ont aussi d'autres. Et comment ils ont fait? C'est grâce à un label qu'ils ont créé, qui s'appelle du coup le label Factory Club. Et l'idée, c'est qu'ils vont checker la startup, voir à quel point ça match, à quel point c'est mature, afin de l'inclure dans un book qu'ils ont créé. Et après, ils vont prendre ce book-là, ils vont le donner à tous les invests. Et eux, ils commencent à checker, ok, cette boîte est cool, cette boîte non, tu vois. Et après, ils vont choisir, et bim, ils peuvent tomber sur toi. Et du coup, voilà, demain, tu peux te retrouver associé avec un joueur de Ligue 2, de rugby, foot, tu vois. Il y a pas mal, ils ont un peu tout, même volley et pas mal d'autres sports.
Et c'est ça un peu le principe. Encore une fois, pas que des sportifs. Et c'est ça ce qu'ils ont aujourd'hui comme nouvelle offre. Et voilà, vous allez me dire comment on peut bénéficier de tout ça. Bien évidemment, cette levée de fonds en 12 semaines, c'est très facile. Voilà, je ne vais pas vous donner un code promo, je sais pas quoi. Je vais faire le truc le plus simple possible, qui est contacter quelqu'un. Voilà. Et moi, du coup, voilà, il y a Alexandre, les amis, voilà, qui bosse chez Factory. Partez le voir, il n'y a pas plus simple que ça. Voilà, il n'y a pas de formulaire, je sais pas quoi. Vous partez le voir sur LinkedIn, il répond toujours et dites-lui que vous venez d'Adil. Voilà, comme ça, moi j'ai mon chèque par la suite. Merci. Et du coup, voilà, c'est ça le principe. Donc, levée de fonds en 12 semaines grâce à Factory. En plus, vous êtes dans le réseau. En vrai, c'est archi cool ce qu'ils font. Voilà, moi j'aime bien avoir comment dire. Tu as parlé tout à l'heure de co-associer dans votre approche, donc moi c'est pareil avec eux, c'est ça ce que j'admire, tu vois, c'est pas juste un sponsor NordVPN en mode ouais, prenez un VPN, c'est stylé, tu vois. Donc là, c'est un truc qui est solide et je sais à quel point ça match avec ce qu'on fait nous aussi. Donc voilà, Factory, n'hésitez pas et puis voilà, donc contactez Alexandre quand vous voulez et dites-lui juste voilà que vous venez de ma part. Merci beaucoup, bon courage et on passe à vos questions. Let's go. Yes, il y a pas mal de questions. Ah, j'attendais ça depuis tout à l'heure. Oh là 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 là, let's go. On va voir toutes les questions. Il y en a plein. Alors, on commence. Tips qui nous dit est-ce que Patrick fait des petits calls pour faire conseil à des jeunes entrepreneurs start-upers? La réponse est oui. Deux choses. Quand j'ai arrêté mon aventure précédente en 2017, la première année, je ne savais pas quoi faire et j'ai aidé plus de 300 entrepreneurs en faisant des petits rendez-vous. Okay. J'ai fait 317 en un an, donc je n'ai pas arrêté. C'est des calls de combien de temps? Alors en général, c'est une demi-heure. Ok, parfait. Et ça devient assez structuré maintenant pour essayer d'aider. Ça me fait vachement plaisir d'aider. Voilà, maintenant, le temps est un peu plus compliqué. Là, c'est quand j'avais pas encore de relancer de boîte. Maintenant, j'en fais 5 par mois. Toujours, parce que ça me permet d'aider et de me nourrir en même temps. Quoi, ok. Voilà. Et où on peut les avoir trouvés les trouver, c'est un petit message via Twitter ou LinkedIn. Ok, c'est pas plus simple. Ça marche, Twitter, LinkedIn. On enchaîne. Julie, depuis combien de temps existe la boîte? Alors, la 3D Infondit, ça a été lancé il y a 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'était en 2019. Oui. C'est très bon calcul. Cool. Tips qui nous dit, mais merci d'ailleurs pour les dons. D'ailleurs, merci pour les conseils de Patrick au sujet de Bernard. Hâte de lui présenter la suite. Bernard. C'est qui Bernard? Salut Bernard. C'est qui Bernard? Ok. Est-ce que tu as été accompagné? Non, pas accompagné. En fait, la première boîte que j'ai rejoint, qui s'appelle Wengo, que j'avais cofondée, mes associés de l'époque, eux, avaient déjà monté une boîte avant, voire même deux. Donc du coup, eux avaient déjà une expérience entrepreneuriale quand je me suis lancé, donc j'ai vachement bénéficié de leur expérience. Après, pendant 12 ans, on a développé cette boîte ensemble. Donc voilà, cette expérience-là m'a vachement nourri, parce que pendant ces 12 ans, on a développé cette première entreprise. Au total, on avait racheté 9 boîtes, on est passé de 0 à 250 salariés, un beau chiffre d'affaires. Et donc voilà, cette expérience-là était tellement riche que maintenant, je m'auto-accompagne un peu. Ok, trop bien. Et c'était quoi la boîte? Ça s'appelait Wengo au début. Tu vois, il y avait eBay à l'époque, donc toi, tu n'étais pas né en 2006. Voilà, c'était l'époque où il y avait eBay sur lequel on pouvait acheter et vendre des produits. Nous, on a dit on va faire un truc. On n'avait pas le mot marketplace à l'époque, où tu vas donc pas acheter et vendre des produits, mais acheter et vendre, entre guillemets, du conseil. Donc, tu as besoin d'un prof de maths, d'un avocat. Ça, c'était notre idée du début, de démocratiser l'accès un peu au conseil, au savoir. Donc, on a fait une marketplace sur laquelle il y a plein de professionnels. Et pour faire ça, on est allé voir au début 35 fonds d'investissement. On s'est fait jeter au premier rendez-vous de 34. Et moi, c'est ma première aventure entrepreneuriale, donc c'est assez bizarre quand toi t'y crois et que tu vois des professionnels de l'investissement qui te disent non. Et sans raison, avec un... Non, avec chacun ses bonnes raisons, quoi. Ouais. Ils sont plutôt... et il n'y a rien de plus dur que de lancer une marketplace B2C, quoi. Ça nécessite beaucoup d'argent et c'est un peu compliqué. Et puis on était en avance de phase, c'était pas très mature à cette époque-là, donc il faut faire beaucoup de pédagogie sur le marché. Donc nous, on était convaincus. On a quand même trouvé un premier qui nous a fait confiance, puis un corporate via Jacques Verra chez CGTL qui avait déjà financé l'aventure précédente, qui a remis au pot. Donc il y avait une grande entreprise plus un fonds qui ont mis finalement. Et là, on s'est mis en ligne, on s'est dit ça va être le début du bonheur, mais on a mis plus d'1 an à encaisser 1 euro de chiffre d'affaires. Et là, c'est la première déconvenue. Tu te dis, c'est cool, ça y est, on a de l'argent, on pourra y aller. Et là, il faut pas lâcher. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce qui a bloqué dans la première année?
qu'est-ce qui a bloqué? Je pense qu'il y a plein de paramètres. C'est qu'au début, comme on faisait un truc très nouveau, Ouais, les gens n'avaient pas l'habitude. voilà, et moi, c'est comme si je te dis maintenant, regarde, tu sais, Adil, le jour où tu as besoin d'un avocat, il y en a un sur notre site. Tu vas dire, super. Ouais. Mais si tu n'as pas de problème, tu fais quoi? Tu Oui, rien. n'as pas une passion pour ok. appeler un avocat. Donc, il a fallu trouver comment faire en sorte d'être là au bon moment entre l'offre et la demande. Ok. C'était un énorme exercice. On a testé plein de trucs pour y arriver avec énormément de déconvenus. On a fait une première campagne de marketing de lancement. Je crois que j'en étais un peu à l'initiative. On avait cramé 90 000 euros là-dedans. On a fait un client. Donc, va au board après expliquer que ta bonne idée n'a pas marché. On a eu la chance d'avoir des investisseurs plutôt supportifs, même dans des moments difficiles. Donc voilà, quelques plantages là. Et puis de fil en aiguille, on a trouvé un peu notre marché. Ouais. Mais au début, pas du tout là, on l'imaginait. C'est ouf. Ça, c'est ouf. Voilà. Ok, ça marche. On enchaîne. Luplex, comment je peux convaincre Patrick d'investir dans ma boîte? Très bonne question. Ah, c'est une bonne question. Alors déjà, un préalable, je ne suis pas investisseur. Je mets en tant que business angel quelques petits tickets de temps en temps. Donc, j'investis dans 4-5 boîtes par an. Ok. Petit, c'est-à-dire je sais que tu aimes bien être précis. Hein. Ouais. Non, j'ai mis des tickets entre, je ne sais pas si c'est petit ou pas, entre 20 et 50 000 euros. Ça va. Et voilà. Mais bon, d'autres en mettent beaucoup plus, en font Oui, bien beaucoup sûr. plus, mais c'est déjà beaucoup d'argent, je sais. Aujourd'hui, alors jusqu'à présent, pour répondre à la question, j'ai oublié le prénom Luplex. Lucien. de Lucien. Je regardais quelques dossiers, j'ai mis des sous dans des choses auxquelles je croyais. En temps 2, j'ai investi, j'ai changé un peu de braquet. J'ai plutôt privilégié des gens que je connaissais. Ok. Même un peu serial entrepreneur qui a déjà monté une boîte, qui m'a appelé, il me dit Patrick, je vais monter un nouveau truc. Je ne veux même pas savoir ce que c'est, je mets un ticket. Ok. Et je l'ai fait. C'est bien ça. Parce que j'ai une telle confiance dans ces gens-là et je les trouve tellement brillants, je les admire et toute la confiance qui a besoin des fois était réunie. Et là, j'ai changé de fusil d'épaule sur les derniers invests que tu as cités. Maintenant, je vais toquer à la porte de fondateurs, mendier pour pouvoir rentrer dans leur tour en leur disant écoute, ça fait quand même 6-7 mois qu'en secret je regarde ta boîte, je la trouve qu'elle est topissime, je pense qu'il y a une traction de dingue, je pense que vous exécutez mieux que tout le monde et je rêverais de mettre un ticket s'il y a un tour où il y a un peu de place. Et c'est comme ça que j'ai mis dans Luco où Raphaël fait un boulot exceptionnel dans l'assurance, dans Jump que tu as cité ou dans d'autres. Donc là, je suis plutôt allé toquer à la porte et dire fais-moi une petite place. Mais du coup, tu es rentré au tout début ou bien après quelques... Selon les boîtes, certaines un peu tard, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a encore du potentiel et d'autres très 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 tôt. Ok. On enchaîne sur les questions. Comment, oui, ça on l'a dit. Alice, comment les startups se présentent à toi? Alors, les startups, ça dépend ce qu'on entend. Si c'est dans une logique d'investissement, je reçois des trucs de partout. Twitter, LinkedIn, mail direct, ça tombe. Voilà. Mais comme je ne suis pas hyper structuré là-dedans, je regarde en 2 secondes et je me dis est-ce que j'ai envie de parler ou pas. Ok. Et tu regardes quoi en 2 secondes? Le sujet, 1, m'intéresse, 2, la personne, et 3, les conditions du tour. Ok. Et ça, malheureusement, ça filtre assez vite. Donc ça, c'est pour ce type de startup. Et après, les startups que nous, on lance via ma boîte actuelle, là, c'est différent. C'est plus les grandes boîtes avec lesquelles on bosse qui viennent avec un début d'idée et puis on torture cette idée pendant 2 mois pour se dire est-ce qu'il y a vraiment une opportunité là-dedans. Ok. On va parler juste de la partie Startup Studio après. Genius Gambler qui nous dit bonsoir Patrick, bonsoir. Existe-t-il des secteurs d'activité que tu boycottes? Le mot boycott est un peu trop... C'est intéressant. Non, après, il y a des... Non, franchement, non, parce que j'ai l'impression que ça se auto-régule en amont. Les gens vont pas... je ne reçois pas des decks pour lancer des armes ou des trucs trop nocifs. Après, non, j'ai pas de ce secteur que je boycotte particulièrement, non. Ok. Moi, j'avais juste une question du coup. Est-ce que tu as vu des decks de boîtes où tu te dis à quel moment ça va marcher? Ouais, ça arrive, mais après, c'est très délicat. Alors, non, j'ai pas d'exemple en tête, mais... Un truc, tu dis genre... Non, mais il y a un autre niveau en amont. Des fois, tu reçois des trucs et tu dis, je ne comprends pas du tout ce qu'ils veulent faire. Ok. T'as un mail avec des lignes, tu comprends pas. Tu ouvres le doc, tu te dis, j'ai toujours pas compris. Tu rencontres la personne, tu n'as toujours pas compris. Pourtant, tu es un peu avisé du sujet. Tu te dis, j'ai quand même quelques clés pour comprendre, alors je ne peux pas imaginer d'autres. Ok, ça marche. On enchaîne. Lucien, quelle présentation du coup de startup t'as marqué? Donc là, c'est l'inverse. Ouais, Luco.
Ok, ok. Du Tu veux coup, savoir un truc? ouais. Tu sais que Raphaël, il était censé être l'invité là, Ah oui, aujourd'hui. c'est ça. Ouais, je te jure. C'est juste qu'on n'a pas réussi Ah, à... c'est moi le bouche-trou de Raphaël. Exactement. Voilà, Ouais. c'est juste qu'il peut... Voilà, en ce moment, il m'a dit, ouais, compliqué un peu et tout. Du coup, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on décale. Non, mais Mais- juste pour répondre au point qui est là, elle m'a marqué. Pourquoi? Parce que donc Raphaël, c'est un mec que j'ai contacté en disant est-ce qu'il y a moyen de mettre un ticket. Il avait déjà levé pas mal et compagnie. Premièrement, il m'a dit attends, je viens de boucler un tour, mais il y a encore peut-être une fenêtre sur un tour là, et donc boum, là j'ai pu rentrer. Il m'a dit je t'envoie le deck, mais essaie de venir avec d'autres, quoi, pour qu'il y ait plusieurs business angels. Je vais pas faire la place pour une personne. Ouais. Il faut que vous soyez quelques-uns, parce que il a levé je sais plus combien c'était, 60 millions sur ce tour-là, donc s'encombrer de business angel, il faut que c'est du sens. Il m'a dit je veux pas que de l'argent, parce que j'en ai, je veux autre chose que de l'argent. Et je lui ai proposé 5 noms de potes pour investir ensemble. Il m'en a jeté 4. Le pauvre. Il m'a dit Patrick, toi oui, et Rachel Delacour, pour ceux qui la connaissent, qui est une nana exceptionnelle. Il m'a dit elle aussi, parce que je pense qu'elle peut m'apporter vachement. Ok. Et voilà, on a mis tous les deux avec Rachel là. Et pour répondre à la question, quand j'ai lu le deck qu'il m'a envoyé, à chaque fois que je me posais une question, je suis allé au slide suivant, je fais oh putain, ah ouais, c'est exactement ça. Ah ouais, ça. Ok, Donc il trop fort. m'a bluffant dans le mot important, je pense, c'est la vision et l'exécution, quoi. Il avait une vision extrêmement claire de là où il voulait aller, et quand tu regardais ce qui déroulait, les KPI que tu pouvais regarder, il était au rendez-vous surtout. C'est super précis, c'est chirurgical. Voilà, c'est assez incroyable ce qu'il fait. Ok, ça marche. Et tu sais que mon assurance, c'est Luco. C'est bien, sinon j'allais partir. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est ce que j'étais, tu vois, dans un autre truc, gang group et tout. Je me suis dit, en vrai, ils sont un peu longs, ils répondent pas comme il faut et tout. L'autre autre, tu vois, t'as une petite appli, c'est simple, carré, rapide, t'as tout ce qu'il faut. Donc, je me suis dit, voilà, on soutient quand même. On enchaîne. On a parlé du boycott. Dylan, ça fait plaisir d'ailleurs de te revoir. Patrick, quels sont les critères ultimes pour investir dans une startup qui débute? Les critères. Alors, avant les critères, c'est d'accepter de paumer l'argent que tu vas mettre dedans, parce qu'une startup qui débute, le risque que ça crache est assez élevé. Ok. Donc c'est juste quoi. T'as un peu des stats par rapport à ce risque ou pourcentage peut-être? Je sais pas, moi j'ai dû en mettre je crois dans 17 ou 18 boîtes, et j'en ai 3-4 qui sont au tapis depuis le début. Très rapidement. C'était quoi la plus rapide? Vibes. Ah ouais. Ok. Parce que Je suis rentré tard. Ok, mais du coup, Vibe, il s'est passé quoi? Non, Vibe avait... il y a plusieurs choses. Juste déjà pour expliquer, Ouais. voilà, Vibe c'est la banque pour la Gen Z, Exact. et c'est comme ça qu'ils l'ont vendu. Ça date, je pense, 2018 peut-être. Par là, ouais. Et du coup, là, ça grossit en 2000. Là, il y a quelques mois, donc 6-7 mois, alors en 2022, ils ont fermé parce qu'ils cherchaient encore plus d'argent. Ils n'ont pas réussi à trouver. Et du coup, il y a un petit truc qui ne va pas. Et vu qu'ils ne trouvent pas, toi, ton argent part comme ça. Fumée. Ok, sympa. Et du coup, la question, on revient du coup sur la base. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé avec Vibe? Vibe, c'était une néobanque pour les jeunes. Ils ont cartonné en acquisition. Ok. Ils ont bien surfé sur les réseaux sociaux aussi, plein de leviers que tu maîtrises bien, mais ils ont eu, je sais plus, je crois, 400 000 jeunes qui ont ouvert un compte chez Vibe, je crois que c'est ça, les chiffres. Donc super traction, waouh, c'était incroyable. Mais derrière, les revenus générés n'étaient pas au rendez-vous. Une carte gratuite, ok. Et après, quand les jeunes ils mettent 17 € dessus, t'as pas un modèle bancaire où tu te rémunères sur des produits financiers ou sur des produits ou du service. Donc les revenus n'étaient pas au rendez-vous. À ce moment-là, contraction un peu comme on l'a vu depuis quelques mois, de la capacité d'investissement, et les fintechs qui n'ont pas de business model validé, c'était ça le problème, avaient un problème de se refinancer. Et il était en deal avec une boîte qui devait et qui l'a planté, et donc pas le temps de se retourner, il était short cash. Et voilà. Et donc moi j'avais mis, juste pour aider à financer le bridge, donc je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, donc j'avais mis un peu tardivement quand ce bridge devait permettre d'aller à la levée suivante. Ouais. C'est un petit pont, le bridge, pour tenir jusqu'à la levée suivante. Mais la levée suivante n'a pas eu lieu, donc au revoir, merci. Ok, et du coup, ton argent, elle part où? À poubelle. Ça a financé les salaires des gens sur les derniers mois, le marketing, et la boîte est en liquidation après. Ok, toi, tu récupères 0. Walou. Ah ouais. Ok, donc aujourd'hui, quand un business angel ou un investisseur en général investit dans une boîte, il peut récupérer 0 derrière. Ouais. Si la boîte part en liquidation judiciaire derrière ou en redressement, à la fin, il n'y a plus rien. Ok, Ça sympa. fait calme, hein. Non, mais c'est bien. Voilà, comme ça, on comprend un petit peu aussi les règles du game. On enchaîne. Quels sont tes conseils que tu donnes le plus souvent lors des mini-calls avec les fondateurs?
Alors, Luplex, super bonne question, parce qu'en fait, il y a des sujets qui sont hyper récurrents. Mon argent. Voilà. Non, mais c'est vachement... En fait, on a souvent... Alors, ça dépend des entrepreneurs. Il y en a beaucoup. C'est leur première aventure. Ils n'ont pas forcément de repères. Donc, ne gardez pas votre idée. Allez en parler à un maximum de personnes. Ouais, de gens avisés. Ayez de l'audace pour aller en parler à des gens qui sont déjà entrepreneurs, qui sont déjà pris des murs dans la gueule, qui ont déjà traversé des déserts et qui vont avoir des réflexes assez simples pour vous éviter quelques écueils. Donc ne restez pas seul. Beaucoup, alors c'est sûr, quand c'est des ingénieurs à la tête des boîtes, souvent, je fais quelques stéréotypes, mais ils ont tendance à parfaire le produit pendant trop longtemps. Et un peu, c'est comme si tu as une Ferrari, tu la peaufines au garage, mais le jour où tu vas la sortir, tu n'as plus de fuel, tu n'as plus d'essence, donc tu n'as plus d'argent. Et bien là, tu as fait un super beau produit, mais tu n'as même pas eu le temps de le commercialiser. Donc allez vite sur le marché, allez vite le confronter, parlez à fond à des clients. Donc entourez-vous, parlez à des clients, mettez vite sur le marché. Soyez hyper, surtout aujourd'hui, clair sur votre besoin de financement. Donc à partir de quand vous avez marre de bouffer des pâtes, à partir de quand vous êtes vous-même dans la mouise, n'attendez pas d'être dos au mur. Et après, pour chercher de l'argent, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Soit tu as du réseau et ça marche un peu, soit tu n'en as pas. Il y a pas mal d'aides, il y a pas mal de subventions. Donc, il y a Factory. Attends, là, je me fais une passe D, je peux pas dire non. Non, mais tu as raison. C'est chouette ce qu'ils font. Donc voilà, les principaux conseils, ça va être de sortir du garage le plus vite possible et de s'entourer. Ok, ça marche. Je reprends les questions dans quelques secondes. Juste 3, 2, 1, Founded. Tu bosses avec qui si on prend l'exemple. Comme boîte ? Ouais. On a lancé les boîtes avec le PMU. Ok. Avec VIAID, qui est un des family office de la famille Muliez, dans la mobilité. Avec un des plus gros cabinets d'avocats français, qui a voulu monter sa Legal Tech. C'est assez intéressant. Avec une grosse structure qui n'est pas une boîte du CAC 40, qui est Brittany Ferries. C'est étonnant, mais tu vois, eux, ils te disent à un moment, on transportait 4 millions de passagers par an. Il s'est passé le Brexit, poum, moins de passagers, qui sont sur cette couche-là. Il s'est passé le Covid, on est passé de 4 millions à 1 million de passagers. Comment on peut se diversifier, penser à des nouveaux trucs. Donc c'est vachement intéressant d'un point de vue aussi Cogitum et Strat. Et là, les prochaines qui arrivent sont avec, on n'a pas trop communiqué encore, mais une grosse banque avec 3 grandes lettres dans couleur verte. Ok, c'est ma banque, merci. C'est bon, j'ai ton assurance, t'as bon. T'as tout. C'est dangereux ça, je peux pas dire tout ce que je veux, merde. Et un deuxième groupe mondial qui vend des boissons alcoolisées. Ok. Pernod Ricard. On réfléchit avec eux pour lancer des nouvelles boîtes là. Ok, trop cool. Et du coup, un exemple de ce que vous avez pu faire avec quelqu'un. Même si tu as parlé tout à l'heure t'as parlé du problème du coup du Brexit par rapport à la boîte dont tu me parlais, mais du coup vous avez fait quoi? Alors c'est assez rigolo parce qu'au début ils nous ont dit on veut lancer un nouveau service dans l'arc atlantique. Alors va trouver un truc, tu vois, c'est de l'Irlande jusqu'à l'Espagne. Donc nous on a dit on va pas réfléchir comme ça parce qu'on peut pas réfléchir que dans une zone. Et on s'est dit qu'on a lancé avec eux une marketplace de tourisme responsable qui peut adresser n'importe quel coin du monde. Donc on fait un petit test dans l'arc atlantique et ça s'appelle Live Local. Et ça permet, quand tu as envie d'aller n'importe où, même à Paris, on vient de l'ouvrir à Paris, de trouver non pas le gros bus touristique à 2 balles ou le truc tu sais pas quoi faire avec tes enfants, mais d'avoir des expériences chez des hôtes hyper responsables pour l'environnement, fait que par des hôtes locaux. Et le but, c'est d'avoir des petits moments un peu inoubliables dans tes vacances ou dans tes week-ends. Ok, ça c'est stylé. On reprend du coup les questions. Il y en a plein. Oui, Bernard. Alors, il revient Bernard. Exactement. Est une web app pour les professionnels de la construction et de l'immobilier. On avait parlé suite à mon idée de faire du crowdfunding. Oui, d'accord. Ça, je te rappelle. Reviens. Oui, tout à fait. Mais je m'en souviens très bien. Mais c'est souvent aussi un réflexe d'aller chercher de l'argent. Donc, le crowdfunding, c'est d'aller sur des plateformes pour demander à la collectivité de mettre plein d'argent. Bon, après, on en avait parlé un petit peu avec la question, c'était quoi déjà ? C'était d'ailleurs merci pour les conseils au sujet de Bernard. C'était juste J'avais essayé d'être un peu cash quand on avait échangé en disant que je ne savais pas si c'était la bonne solution pour ce type de produit. J'ai l'impression que les plateformes de crowdfunding marchent très bien pour les nouveaux services B2C. Peut-être que je me trompe parce que les gens se projettent et ont envie de l'acheter et de mettre un petit ticket pour ça. Après pour du B2B, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est moins adapté.
Ok, je prends juste la question de Damien parce qu'elle était cool vraiment tout à l'heure, même si tu es sur LinkedIn. Et si vous êtes sur LinkedIn, venez sur Twitch, comme ça je peux afficher votre question, c'est encore plus stylé. Du coup, la question c'était: bonsoir Patrick, auriez-vous un conseil à donner pour aborder des business angels lorsqu'on habite à La Réunion ou autre dom-tom? Les business angels ne sont pas trop sollicités sur LinkedIn ou par mail. Du coup, si on est à La Réunion, comment on peut contacter des business angels, des investisseurs? Alors après, il va forcément y en avoir à La Réunion, Ouais. déjà, donc peut-être pas besoin d'aller à l'autre bout de la Terre. Et après, que vous soyez à La Réunion ou ailleurs, si l'idée est top, un peu d'audace et taper à la porte des gens, quoi. Qu'on soit à La Réunion ou ailleurs, c'est pas une barrière, quoi. Ok. Après, aujourd'hui, en plus avec tout ce qui est Covid et autres, on est tellement habitué à faire une visio ou à regarder un deck à distance ou même à investir sans même avoir rencontré réellement les gens. Au contraire, c'est une opportunité pour les gens des dom-tom. Ok, ok. Alix, salut Adil, salut Patrick. Comment peut-on développer son réseau pour faire une levée de fonds? Et que penses-tu des réseaux d'écoles de commerce? Alors, je vais revenir juste sur un truc un peu plus large dans cette question. Développer son réseau en dehors du sujet levée de fonds. Si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui sont jeunes, c'est de cultiver leur réseau sur les réseaux, sur LinkedIn. Ça peut devenir une arme de construction massive et pas de destruction. Moi, je pense que ça m'aide terriblement aujourd'hui dans le développement de toutes mes activités. Comme toi, tu vois, je sollicite les gens, j'ai des réponses, je veux rencontrer quelqu'un, j'ai des réponses, c'est un média, quoi. Et ça peut devenir une arme de guerre, pas plus tard que sur le chemin, quand j'ai eu mon fils en disant que je venais, on parlait de LinkedIn, il a 19 ans, il est à l'école, je lui dis putain, mais mets à jour ton LinkedIn, Ah oui. fais quelque chose. Quoi. C'est hyper important, on a du mal à le sentir à cet âge-là, ou même à 25, 26 ans, on a l'impression de perdre du temps, mais je pense qu'il faut en permanence le mettre à jour, contribuer, aider, des petits commentaires à droite à gauche. Tissez-le, faites-le grandir. Donc, j'ai pas répondu à la question. Donc, comment utiliser son réseau pour une levée de fonds et les réseaux d'écoles de commerce? Comment on peut développer le réseau? Déjà, tu as dit développer LinkedIn, son pour le réseau, coup. ok. Et pour une levée de fonds, après, moi, j'ai toujours une règle, c'est un peu d'audace, quoi. Si vous voulez, vous faites une levée dans la food tech, demandez-vous qui peut être intéressé par ce secteur-là. Vous les connaissez ni d'Ève ni d'Adam, allez taper à la porte, par la fenêtre, par le truc, allez-y. Et il y a un deck nickel, il y a un pitch nickel, ils en reçoivent plein, ils en peuvent plus. Donc, arriver à taper à la porte et le dire en 2-3 lignes pour accrocher, ça c'est la première étape. Et les réseaux d'écoles de commerce, c'est un réseau comme un autre. Si vous êtes diplômé d'une école, il faut l'utiliser, quoi. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, on va essayer de faire vraiment plus vite, tu vois. Voilà. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste que je sais qu'il y a trop de questions, les gens attendent, tu vois. Donc, c'est le cas qui nous dit: bonsoir, j'ai un stage à l'international à faire. J'aimerais le faire dans le milieu de l'investissement et de l'accompagnement. 3 de Unfounded est-il également dans des pays européens? Avez-vous des contacts des entreprises dans le milieu de l'Europe? Ok. Stage à l'international. Stage international, chez nous, non. On ne fait pas d'investissement, on n'est pas une boîte d'investissement. Et on s'est interdit collectivement dans l'équipe de penser à d'autres pays que la France avant septembre 2023. Parce qu'il faut rester focus. Donc, on va essayer d'être focus France. Et on ira voir d'autres pays après. Donc chez nous, c'est pas adapté. Des recommandations sinon? Des recommandations pour un stage international, dans la levée de fonds, prendre les 4-5 banques d'affaires dans ces pays-là et d'aller leur envoyer un petit CV en direct. Ok, donc banque d'affaires et banque d'affaires. Et leveur de fonds. Ok. Alix, à quoi consiste un business angel au final? Est-ce qu'un business angel peut en sorte... Attends, est-ce qu'un business angel peut faire en sorte d'intégrer des startups dans des incubateurs pour y trouver d'autres investisseurs? Oula. Donc, qu'est-ce que tu fais en tant qu'investisseur, business angel au final? C'est quoi? Écoute, Virgile, qui est le fondateur de Figures, dit que je suis pas mauvais à ce niveau-là. Donc pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai mis un ticket, je mets à disposition mon réseau pour l'aider. Donc s'il faut lui faire des intros avec A, B, C, D, je le fais. S'il faut lui faire, parce que je crois dans l'équipe, un peu de pub à droite à gauche via les réseaux sociaux, je le fais. S'ils ont besoin de talent, j'essaie de le retrouver. Voilà, donc je suis assez actif et je m'engage à rien, il n'y a pas de contrat, mais si je peux l'aider la boîte à cartonner, puis en dehors d'être, c'est mon intérêt, et puis à partir du moment où je suis dedans, voilà, donc mon rôle en tant que business angel, c'est les aider à se développer, et des fois quand je pense qu'ils font une petite connerie ou qu'ils ont oublié un truc, ça vaut ce que ça vaut, mais je leur dis. Ok, en 30 secondes, qu'est-ce que tu penses de la blockchain? Une nouvelle porteuse. Ok. Voilà. Ça va très très bien. Luplex, Saugor, comment Patrick me vendrait son offre? Eh bien, je te la vendrai pas. Et pourquoi? Comme Audi. Voilà, exactement, t'as compris, hein, tu vas regarder celui-là. Mais non, mais justement, je pense que c'est pas la bonne posture. On fait un boulot de dingue, on ferme les yeux, on baisse le nez, la tête, et
Et si ça marche, eh ben, il y aura un bon bouche à oreille. Donc, j'ai rien à vendre. Ok. Alec qui nous dit un livre à conseiller pour un entrepreneur. Oh, je suis nul en bouquin. Ok. C'est un titre d'un bouquin, ça, non? Non, mais après, j'avais lu il y a très longtemps un bouquin, quoi. Si, il y en a plein, mais j'en ai quand même. Mais qui racontait les parcours entrepreneuriaux de. Je n'ai plus le nom, mais c'est 20 interviews avec des fondateurs de boîtes aux États-Unis, mais juste des questions hyper pratiques. Et ils te racontent tous les dessous d'une boîte, tu découvres toutes les galères qu'ils ont eues. Là, quand tu vois toutes les emmerdes qu'ils ont eues et toutes les difficultés, tu te dis ah purée, alors, c'est juste normal ce qui m'arrive, quoi. C'est quoi le nom? Je vais retrouver. Ok. On enchaîne. Merci pour les follow d'ailleurs. Genius qui nous dit qu'est-ce qui pourrait être pour toi un no-go, un deal breaker pour un investisseur? Qu'est-ce qui bloque? Pour un investissement, alors ça dépend toujours dans quelle logique je me place, si c'est en 3-2-1 ou perso. Les deux, vas-y. 3-2-1 déjà. 3-2-1, on a besoin de sentir que la boîte qu'on a en face, qui est une boîte du 440 par exemple, est prête à prendre des risques, à accepter de changer ses règles pour décider. Ouais. Parce qu'on va créer une boîte ensemble, on va partager le capital et on va mettre en place toute une gouvernance où on ne va pas attendre 107 ans pour décider. Donc il faut casser les règles. Donc quand on voit que les conditions se réunissent, que la boîte en face a le bon ADN, voilà, là on y va. Ça c'est dans ce cas-là. Après, pour investir dans une boîte, c'était ça la question? Ouais. Je sais plus comment c'était formulé exactement. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est no-go, le no-go, deal breaker? No-go, pas comprendre. Non, mais après, quand on voit que tout est approximatif ou qu'il y a des éléments où on n'a pas confiance parce qu'il y a tellement de dossiers, c'est tellement difficile. Soit le truc, il est au pixel perfect dans le wording, dans la vision, dans l'équipe. Donc en gros, c'est est-ce que l'équipe est là pour tout déchirer et a la capacité d'eux? Parce qu'ils vont pivoter 50 fois, mais est-ce qu'il y a l'équipe qui est là pour tout déchirer? Ok, ça marche. Juste récemment, on m'a parlé de due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence? C'est un gros reniflage. C'est-à-dire? C'est en fait quand tu fais une levée de fonds, tu as le fonds qui va mandater des gens qui vont venir inspecter toute ta boîte pour vérifier un peu si tu as dit. Donc si la technique est nickel, ton socle technique, si tes comptes sont nickel, si les chiffres que tu as annoncés de tes clients, donc c'est un audit. Ok. Voilà, ils vont tout renifler et c'est ça, pour vérifier s'il n'y a pas un loup qu'ils n'auraient pas vu. Et après, les investisseurs, ils rentrent. Ouais. Ils ont besoin de ça? Ils ont besoin de ça. Ok, ça marche. Ok, une question que moi j'ai déjà. Est-ce qu'un fondateur a besoin aujourd'hui d'avoir des fonds propres avant qu'un investisseur rentre dans le capital ou bien il peut n'avoir zéro et avoir des invests? Tu peux avoir zéro, tu peux mettre zéro et en fait ce que tu vas valoriser c'est ce que tu auras créé. Donc si tu vas dès le jour de la création, tu dis à un mec Adil mets 10 000 euros dans ma boîte, toi tu vas me dire ok mais t'as rien prouvé donc je te prends une grosse partie du capital. Même si j'ai mis zéro, que j'ai lancé ma boîte mais que j'ai déjà des clients, un peu de revenus, je vais dire à Adil ok tu vas mettre 10 000 euros mais je vais te filer un tout petit pourcent parce que moi ça va. Donc tu vas me donner de l'argent pour accélérer. Donc c'est la valorisation après qui définit. Donc tu peux partir sans mettre d'argent, mais l'investisseur quand il va rentrer, lui il va regarder ce que toi tu as déjà créé. Ok, donc soit tu as créé un truc et il va rentrer, soit tu as du fonds propre, il va te suivre. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu as déjà mis de l'argent dans des boîtes sans qu'ils apportent des fonds propres? Sans que les fondateurs apportent des fonds propres? Ouais, je m'en fous parce qu'en général, les fondateurs n'ont pas beaucoup d'argent au début, à part les serial entrepreneurs. Donc tu vas pas leur demander de casser leur code vie pour y arriver. C'est pas ça qui va faire que la boîte va marcher ou pas marcher. Et leur engagement, normalement, il est total. Ils vont mettre leur vie là-dedans pendant quelques années. Donc, Ok, ça marche. Ok, on reprend les questions. Salut Dany, voilà, excellent live, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On continue. Bilal qui nous dit comment tu juges l'hypothèse de CA sur un BP? Alors, juste pour expliquer, voilà, ce que j'aime bien, les CA, BP, AC, je sais pas quoi. Du coup, comment tu juges les hypothèses de chiffre d'affaires sur un business plan? Donc, un peu, voilà, si moi j'arrive aujourd'hui et que je te donne un business plan avec des estimations de, voilà, d'ici 3 ans, je vais avoir 1 million d'euros. Comment tu vas juger ça? Alors, je vais peut-être te choquer et puis c'est pas très correct, mais je regarde pas ça. Ok, tu t'en fous des chiffres. Un BP, un business plan est très rarement réalisé. Je vais plutôt regarder est-ce qu'il y a un modèle économique. Est-ce que le modèle qu'ils me proposent, est-ce que je pense que le coût d'acquisition, ce qu'ils vont dépenser pour gagner un client versus les revenus qu'ils vont avoir derrière,
Et est-ce que les deux me paraissent crédibles? Après, à quelle vitesse ça va grossir et la taille du marché? Ok, ça me va comme réponse. Non, mais très bien, très bien. Alec qui nous dit, Patrick, je lance mon projet aujourd'hui. Bah, bravo. Tu me conseillerais de me tourner vers qui comme entrepreneur pour des conseils et qui sera accessible, peu importe le domaine, vraiment pour le mindset exécution? Il y a tellement de... Aujourd'hui, on a de la chance qu'il y a quelques années, il n'y avait pas d'entrepreneurs expérimentés. Il y en a plein. Donc, essaie de trouver peut-être un mec dans ton secteur, je ne sais pas lequel c'est. Un mec ou une nana, hein. On a de la chance d'avoir des super entrepreneurs hommes-femmes. Donc déjà, soit dans le secteur d'activité, soit quelqu'un que tu admires. Je sais pas, tu prends la liste des scale-up, des grosses boîtes, et ça peut pas forcément que le CEO. Ça peut être toute l'équipe un peu du COMEX, de cofondateurs qui ont vécu déjà des choses incroyables. Voilà, donc à mon avis, il y a deux choses à regarder. C'est soit tu prends quelqu'un de ton secteur, soit tu te dis, dans ce que je vais lancer, voilà les trucs difficiles qui vont apparaître, soit de créer le produit. Dans ce cas-là, qui a vécu des trucs comme ça pour bien construire un produit peut m'aider? Ok. Ou est-ce que le gros sujet, ça va être la commercialisation? Donc, qui excelle en sales, en vente? Et c'est ça que je vais aller chercher. Ok, ça marche. Tips qui nous dit, cool la démarche de venir à 21h juste pour partager de la connaissance. Ah ouais, c'est juste... En fait, je ne sors jamais. Non, mais, non, parce que ça fait plaisir. je suis très ours. Ça fait et plaisir. tu es à l'autre bout plaisir. de Paris. Donc, tu vois. Ça fait plaisir. Et, je suis très ours et j'aime bien être avec mes enfants et je ne le suis pas et ma femme. Donc, je sors très rarement sur ces trucs-là. Et encore moins le soir et encore moins à l'autre bout de Paris. Donc, je ne sais pas ce que je fous là. Mais je suis très heureux. Bah, écoute, ça fait plaisir. Franchement, merci. Franchement, merci les amis pour toutes vos questions. On enchaîne. Il y avait une question qui était cool. Oui, c'est quoi sa boîte à ce fameux Raphaël? Raphaël, il a lancé Luco, Luko. C'est une compagnie d'assurance qui casse tous les codes. Donc dans la famille, il y a Alan qui casse les codes dans tout ce qui est mutuel. Là, c'est assurance habitation au début et puis c'est diversifié. Si vous passez par Luco, ça va vous prendre 5 minutes d'avoir une proposition et d'ouvrir un contrat. Ça va vous coûter à peu près 30% moins cher que les gros trucs qui vous étranglent habituellement. Je pense que j'ai gelé à 10 € quasiment par mois. Hein. Ce qui n'est pas grand-chose au final. Ah, t'as dû magouiller. Non, non, pas du tout. J'ai même pas demandé mes codes promo à Raphaël. Voilà, non, donc ils ont cassé les codes. Et tu vois, quand tu dis que tu vas lancer une assurance habitation et qu'il exige Generali, AXA et compagnie, Ouais, c'est le mec qui... C'est des ouf. Non, mais tu dis, c'est pas la peine, quoi. No way, quoi. Bon, bah, il est arrivé à avoir quelques centaines de milliers de clients plus rapidement que tout le monde aujourd'hui. Chapeau. Donc il y a de la place, même s'il y a déjà des acteurs sur le marché. Il y a de la place à condition de trouver un axe de différenciation. Donc C'était quoi son axe? L'axe de différenciation, c'est déjà quand tu veux souscrire à une assurance habitation aujourd'hui, tu vas mettre une demi-heure et après il faut appeler un call center, envoyer des papiers et galérer, quoi. C'est hyper chiant. Et tout ça pour un prix assez élevé. Donc lui, il te fait un parcours 100 fois plus cool. Tu cliques très rapidement, quoi, tu l'as fait. Hein. Donc il a cassé les codes de communication, il a cassé les codes du parcours, il a cassé les codes un peu au niveau tarifaire, mais c'est pas que le tarif qui fait ça. Et quand tu as un litige, tu es remboursé plus vite que la lumière. Ok. Quand les autres vont te demander de faire passer 183 experts. Ouais, ce qui m'est arrivé en plus. C'est pour ça que je me suis barré de ma dernière assurance. C'est parce que j'ai vécu des choses. Je me suis dit, ça serait bien que je teste autre chose. Mais avant de faire ça, il ne faut pas oublier qu'il avait essayé de lancer d'autres choses et qui n'a pas trop marché. Il était sur du hard, des trucs. Puis il allait là-dessus. Donc voilà, tout se fait pas en one shot. Ok, donc on va en parler. Je vais la voir, t'inquiète pas, je vais la voir bientôt. Ensuite, Clark, quels sont vos plus grands regrets dans l'entrepreneuriat? Ça, c'est bien ça. Il y a un truc qui m'a un peu gonflé. À un moment dans la boîte d'avant, on avait mis en relation avec des particuliers et des professionnels. On avait lancé un truc qui s'appelait rendez-vous-médicaux.com. À peu près au même moment où un petit gars qui s'appelle Stanislas lançait Doctolib. Doctolib. Donc on n'était pas très loin de partir en même temps. Ouais. Mais il nous a mis la raclée, quoi. Voilà, il a Très été fort. très très bon, il est très fort. Et quand on a demandé à notre actionnaire d'avoir une petite rallonge de quelques millions pour accélérer, on a mis du temps, on n'était peut-être pas assez bon sur l'exécution et tout ça, mais on a eu quelques petits millions, c'était vachement cool. Mais lui, la même semaine, il avait levé 20 plus 60 en l'espace de quelques mois. Ok. Voilà, il nous a Trop fort.
Ok, on enchaîne. Alors, Dany qui nous dit, Patrick, rappelle-toi de l'application Comin. Je t'envoie le pitch. La prochaine licorne française dans quelques jours. Comin.app. Voilà. C'est l'espace publicitaire. Là. Luplex, même en précide, on a besoin d'une due diligence. Non. Ok. Non, ça, tu as des due deals quand tu es sur une levée de fonds assez importante et qu'il y a un fonds. Et que la boîte est assez avancée, donc il y a des choses à analyser dans le cas de l'audit. S'il n'y a pas grand-chose, tu dépenses pas pour analyser. Et deuxième chose, tu as un due deal quand il y a une acquisition, parce que l'acquéreur veut bien sûr vérifier que ce qu'il va racheter est vrai, quoi. Ok, deux petites questions qui viennent de LinkedIn pour le coup. La première, je l'ai vue tout à l'heure, est-ce que tu investis que dans des boîtes tech? Je pense que c'est une question de Sébastien, exactement. Tech ou autre chose? Ouais, tech. Après, j'ai un truc qui est un peu hybride. Il y a une école Ok. de gaming. Ah, Gaming Campus? Ouais. Ouais. Tu l'as pas fait venir, Thierry de Pas Bordeaux encore, pas Ouais, encore, il faut, pas il est encore. incroyable, Ça, ce c'est mec. bien ça. Ok, Lui, noté. Thierry, typiquement, j'avais suivi sa première aventure entrepreneuriale. J'avais voulu, via mon actionnaire, qu'on investisse. On n'était Ouais. pas arrivé. Quand il m'a dit, Patrick, ça y est, je suis sorti de DigiSchool, la boîte qu'il a montée, j'ai monté une nouvelle. Je ne veux pas savoir de quoi il s'agit. Je suis Vas-y, dedans. let's go. Ok. Ronan, sur LinkedIn toujours, qui nous dit jusqu'à quelle étape de vie d'entreprise peut-on éviter de diluer le capital et donc de faire la dette entre autres? Très bonne question. À 22h, t'es très chaud. Moi, c'est pas une fin en soi de ne pas diluer le capital, c'est pas grave. Ok. On peut, si à un moment tu as besoin de capital pour accélérer, bah soit tu veux ne pas, tu veux tout financer tout seul et tu génères tellement d'argent que tu n'en as pas besoin. Et si tu as besoin de capital, bah accepte de partager pour accélérer. Ok. L'investisseur va prendre un risque. Ah, Ok. je crois que tu as une pause. Ouais, non, j'ai juste parlé d'un truc. C'est juste que Vas-y. on parle, tu vois, souvent de, tu vois, voilà, il faut de l'argent, on lève des fonds. Ok, mais on fait quoi avec cet argent? À quoi ça sert cet argent, ces millions? C'est quoi l'intérêt? Bah, en gros, l'argent il est dépensé dans les people, Ok. les salaires. Au début, t'as pas de revenus, donc il faut les payer ces gens. Ils vont pas venir que pour tes beaux yeux. Le marketing. Ok. Et la couche transverse, ça va être un peu de locaux, un peu d'administratif, un peu tout ça, à des proportions, c'est pas un tiers, mais et les people coûtent de plus en plus cher en ce moment. Le marketing coûte cher aussi, donc t'as 40, 40, 20 en grande masse, quoi. 40 Ok. pour les people, ça dépend. Si c'est du B2C, t'as un gros budget marketing qui peut être plus petit si c'est du B2B, parce que tu vas plus investir dans un peu de marketing pour avoir des leads, et dans ton équipe sales pour transformer Ok. ces leads. Ok, donc ça dépend des boîtes. Ok. Oh non, chaîne. Je prends une dernière question avant qu'on passe aux anecdotes. Et ça serait. Ah, c'est particulièrement en discussion dans le chat, j'adore. Yes. Dylan qui nous dit être sur Paris pour faire décoller sa startup, mythe ou réalité? Est-ce qu'il faut être sur Paris pour être entrepreneur? Pas du tout. Un argument. Tu t'es arrêté à pas du tout. Non, mais vous connaissez la boîte qui s'appelle Klaxoon, là, qui est, je sais plus, qui est à Rennes, Hello Work qui est à Rennes, il y a Voyage Privé qui est à Aix-en-Provence, je sais même plus où était Ledger au début, où ils sont mis le siège aujourd'hui. Oh, quoi. Ok, il n'y a pas que Paris. Ouais. Antoine, toujours aussi cool à dire, bravo, merci. Bah, merci beaucoup à toi, Antoine. Jocelyn qui nous dit quel type de boîte cherchez-vous avec le groupe. Voilà, le groupe. D'accord. Alors, on cherche pas de boîte, nous. On cherche des idées pour créer from scratch. Donc on ne cherche Ok. pas à acquérir des boîtes, on va plutôt essayer de définir au regard des actifs, tu vois, du groupe, en quoi il est très bon, en quoi il y a le marché bouge aujourd'hui, et est-ce qu'avec ces actifs on peut passer devant tout le monde parce qu'on a un truc en plus que les autres n'ont pas. Ok. On a une méthode, on analyse en moyenne 300 à 400 boîtes dans les secteurs qui nous intéressent et on va tout d'un coup définir, oh regarde, il y a beaucoup d'investissements par exemple aux US, en Asie, au UK, dans tel domaine, pourquoi il n'y a pas en France? C'est bizarre, est-ce que c'est juste un retard à l'allumage? Est-ce que c'est parce qu'il y a des barrières en France légales ou je sais pas quoi qui font que ce truc-là ne pourra jamais exister? Ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a une opportunité, qu'on a un retard à l'allumage et qu'il faut y aller? Est-ce qu'avec ce partenaire, on peut être 10 fois plus fort? Ok. J'avais vu sur un article de presse que tu as dit que je comprends pas pourquoi Canal+ n'a pas lancé son Netflix. Ah, moi, il y a plein de trucs, quoi. C'est un peu aussi au début de 3D Infondi. Tu te dis, Canal+, ils ont inventé quoi? Avant tout le monde, la télé sur abonnement, Ouais, des contenus exclusifs, ouais. le Des modèle productions d'abonnement, originales. des productions originales,
Ils avaient des abonnés dans, je crois, 9 ou 10 pays, donc le côté international était déjà déployé. Et arrive un truc qui s'appelle Netflix, qui rase tout le monde et qui fait ce que Canal avait fait à petite échelle. Et donc tu te dis, il y a plein de boîtes qui ont des assets en or. Regarde, tu prends les pages jaunes, qui s'appellent Solocal maintenant. Pages jaunes, ils avaient quoi dans leurs pages jaunes? Ils avaient tous les médecins de France. Ils avaient tous les restos de France. Ils n'ont pas créé la fourchette. C'est quand même dingue. Ils avaient l'annuaire de tous les restos de France et de Navarre. Mettre ça en ligne et mettre du rating et générer des communautés autour pour que les gens prennent le réflexe de réserver par cet intermédiaire, ils n'ont pas percé, la fourchette a pris le marché. Ils avaient tous les médecins de France, tu pouvais mettre un système de prise de rendez-vous. Et ils avaient en plus la boîte de prise de rendez-vous, ça s'appelait Click Rendez-vous chez Page Jaune. Donc pourquoi des mammouths qui ont des tels assets? Et c'est positif le côté mammouth, c'est parce qu'ils ont une force de dingue, mais n'arrivent pas de temps en temps à prendre des virages. Ok. Voilà. Et c'est ça la proposition de valeur. Ok, ça marche. Trop cool. Je vois qu'il y a encore des questions. On reprend les questions dans quelques secondes parce qu'il est temps qu'on passe aux pires anecdotes après le jingle. C'est parti. Alors, le concept est très, très, très simple. L'idée, c'est que tu vas nous dire une anecdote en une phrase. Ok. Un exemple, tu vois, ça serait « J'ai déjà échangé avec Elon Musk sur Twitter ». Tu vois, une phrase claire, simple. Ça va être soit vrai, soit faux. Tu ne peux pas faire du moitié-moitié. Voilà. Parce que Julien me l'a fait la dernière fois. Et du coup, nous, on aura par la suite 2 minutes de questions qu'on va te poser. Et tu vas devoir du coup défendre ton anecdote. Comme ça, à la fin, on sait si c'est vrai ou faux. Professionnel ou pas que? Tout. Voilà, tu peux dire tout ce que tu veux en une phrase. Et après, voilà, soit tu dis un mensonge et tu le défends jusqu'au bout, soit tu dis une vérité et tu le défends jusqu'au bout. Ok, trop cool. Donc, vous avez compris, c'est stylé. Bah, vas-y, c'est quoi ton anecdote? Encore 1 gramme d'hésitation entre deux. On va faire deux. On va faire deux. On va faire deux? Ouais. Ok. Passer un petit moment derrière les barreaux. Je m'attendais pas du tout à ça. Incroyable. Ok, c'est parti, 2 minutes. Donc voilà, vous connaissez très bien le concept. Donc on va lui poser des questions pour savoir si c'est vrai ou faux. C'était quand? C'était Attends, je vais te dire. Voilà, l'année 1988 par là. Juste après le bac. Pour moi, c'était avant en fleur. Archi faux, je vois. Ok, attends. Mais du coup, pour poser vos questions, c'était pour quelle raison? C'était pour quelle raison? Donc j'étais au lycée. Ouais. C'était la veille de la rentrée scolaire où tout le monde, le jour de la rentrée, le proviseur mettait tout le monde dans le même endroit pour faire le message pour accueillir. Et la veille, j'avais décidé d'y aller avec un copain pour écrire derrière l'endroit où se mettait le proviseur ce qu'on pensait du proviseur. Non. Ok, c'est le pire. Wesh, le ouf. Attends, c'est marqué quoi? Oui, bah, du coup, pourquoi et où? Trop d'hésitation pour que ce soit vrai. Bah, vos questions. Et c'était... Ok, et ça s'est passé comment, du coup? T'as vécu quoi? Eh ben, écoute, on est rentré dans le lycée avec un copain qui s'appelle Guillaume. On avait pris un... C'était ton idée ou son idée? C'était... Les deux. C'est un mix. Et on s'est fait attraper par le gardien quand on commençait à écrire, à taguer sur le mur. Mon copain, lui, a décidé de partir en courant. Moi, je lui ai dit, pas de problème, je vais expliquer au mec ce qu'on fait. C'est pas très... Et bon, ça l'a pas trop fait rire. Il m'a attrapé le bras, je n'ai plus me lâcher et appelé les flics. Ah ouais, du coup, il s'est passé quoi quand tu étais avec les flics? Alors ça, c'est intéressant parce que donc, du coup, ils m'ont mis au commissariat. J'étais mineur, donc ils ont appelé mon père. Quand j'étais dans cette petite cage en or, voilà. En fer, j'avais le gars à côté de moi qui je ne connaissais pas, qui avait été arrêté avant, qui me dit t'as des chaussettes? Alors moi je pleurais un peu, faut que je le dise. Ouais. Je faisais pas très bien. Je faisais ouais j'ai des chaussettes. Il fait mais t'as des chaussettes? J'ai dit oui j'ai des chaussettes. Il fait mais t'as des chaussettes? Je dis oui. Et il me donne un sachet de je ne sais quoi, il me dit mais fous-le dans tes chaussettes. Ouais. Ouais, non, impossible. Et donc voilà. Et donc là mon père est arrivé et je pensais que j'allais me prendre une bonne raclée, mais en fait il a engueulé les flics Il a pris le sachet. Et on est ressortis tous les deux avec le sachet. Je l'avais gagné. Incroyable, putain j'adore. Ok.
Du coup, les amis, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est parti. Dites-moi du coup sur le chat, est-ce que c'est vrai ou faux? Moi, je pense que au début, j'hésitais un petit peu parce que tu vois comment tu l'as raconté un petit peu et tout, mais c'est parti dans trop de détails, tu vois. Genre, au point que j'arrivais très bien à l'imaginer dans ma tête avec le déroulé et tout. Le seul truc qui m'a un peu douté, c'est que je pense que tu as dit 98 et le bac, tu l'as eu 90. Bah, 80, ouais, 91, t'étais bon, t'étais bien renseigné. Ouais. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je vais dire que c'est faux. Moi, de mon côté, je vais voir. Le chat, Ah c'est oui, marqué mais- vrai, 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 faux, Ouais. vrai. Comment il a pu te donner le sachet s'il était dans la cellule à côté? Vous n'êtes pas en face. Je pense que c'est faux, faux, mélange de vrai et de faux. Ok, totalement faux. J'attends juste voilà, 2-3 petits messages de plus peut-être. Si vous êtes sur Instagram, venez sur Twitch, c'est encore mieux. LinkedIn, les gens sont morts, c'est pas grave. Après, LinkedIn, 22h, c'est un peu compliqué. Voilà, donc il y a du mélange un peu de vrai ou faux. Moi, je dis que c'est faux. Et la bonne réponse, c'est... Ah, c'est 100% vrai. Non. J'ai rien rajouté. Non, l'année, alors, je sais plus ce que j'ai raconté, je me suis peut-être trompé comme année, c'est 88 et pas 98, donc c'était Ok. avant mon bac, Ok, et c'était vrai. ok, ok, trop cool. Bah, bravo du coup là, pour ceux qui ont ce qui est deviné. le bon learning, c'est que le Guillaume à qui j'étais, il a fini à faire quoi dans la vie? Avocat. La politique. Ah. Encore pire, merde. Ok. Mais du coup, la question qu'on m'a fait, le sachet. On veut savoir ce qui s'est passé avec le sachet. C'était de la bonne. Putain, on va se faire ban de Twitch dans quelques instants. C'est pas grave. On s'est berné. Ah ouais, j'ai fait un peu le comédien, hein, l'hésitation du début, tu vois, je pense que ça a marché. Ok, trop fort, trop fort. Bah écoute, let's go pour la deuxième. Ah, la première était dingue, franchement, tu m'as tué. On va aller dans le domaine pro. Vas-y. J'en ai d'autres en perso qui sont pas mal aussi, mais dans la boîte d'avant, on a une proposition de rachat de Google qu'on a refusée. Ok, bah voilà, c'est parti les amis, 2 minutes question. Pourquoi refuser? Valo de merde. Ok, pour combien ils vous ont proposé? 11 millions. Waouh. Ok, Et on avait beaucoup de dettes, hein, ça compensait ou pas? quasi. Ok, le montant, du coup là, sur quel type de boîte? C'était MyBest Pro, c'était la version de Wango, donc on était la plateforme de mise en relation entre particuliers et pros. Et pourquoi Google voulait ça? Et ben nous, on l'a pas compris sur le moment. Ouais, Parce que la première vie de Wango que mes associés, eux, avaient lancé, c'était un outil comme Skype, ok, un outil de voix sur IP. ok, Et en fait, on pensait qu'ils voulaient acheter la marketplace qu'on avait lancée, mais c'était au plus la dessus de ça. techno. mais ils cherchaient à acquérir l'équipe qui faisait la voix sur IP. Ah, ok. Et du coup, ils peuvent racheter une boîte juste pour l'équipe. Bah, apparemment, c'était ce qu'on a compris avec du recul, quoi. Ils cherchaient Ok. tout le savoir-faire sur la telco voix sur IP, cher l'équipe. Mais à l'époque, quand tu sais que quelques années après, tous les outils de voix sur IP étaient au cœur de plein de dispositifs de Oui. Google. Voilà. Oui, du coup, ils ont un peu repéré un peu les boîtes qui existent. Ils ont dit, ah, tiens, Mhm. on va essayer d'avoir une. Ok. C'était quoi le produit? Ça, on l'a eu. Est-ce que tu as regretté? Franchement, pas une seconde. Parce que j'ai adoré mon aventure entrepreneuriale après. Et puis, je sais pas si être salarié de Google, personnellement, c'est ce qui me convient le mieux, je pense pas. Ok. Mais du coup, j'ai une question déjà, avant que je reprends les 2 dernières questions. La première, c'est, c'était un mail que vous avez reçu au tout début? De la part de Google? Ouais. Non, je les ai rencontrés à un truc que l'avait lancé Loïc Lemer. Le web, ça s'appelait, c'est un espèce de... Tu connais pas? Non. Oh là là, choc de génération. Sortez-moi cet ado. C'était quoi? C'était avant Vivatech, c'était le vrai meeting de vrais entrepreneurs. Ok, qui se faisait. ça marche. Tu connais les Z-Event? Ouais. Ah, merde. Merde. Ouais, fallait que je sorte aussi un petit truc un peu plus simple. C'est pas grave. Ok, il reste 2 questions. Au bout de combien de temps après la création de la boîte est-ce qu'ils ont fait leur offre? Là, alors la boîte de voix sur IP avait dû être créée 3 ans avant et nous on avait basculé sur le positionnement marketplace 1 an avant, même Ok. pas. Pourquoi ne pas attendre que tu coules pour récupérer les talents? Parce qu'on n'a pas coulé. Ok. Donc c'était le bon timing pour eux. Les 2 minutes, les amis, sont finies. Donc maintenant, il faut me dire si c'est vrai ou faux. Et moi, de mon côté, je pense que c'est vrai faux. Pour une raison simple, c'est que je pense que c'était pas Google, c'était Microsoft
Ça, c'est mon dernier mot. Et j'attends que les gens disent si c'est vrai ou faux. Il y a faux, vrai, faux, c'est pas Google. Bah voilà, comme moi, merci. Faux, faux, faux. Ok, donc il y a pas mal de faux. Peut-être sondage pour les prochaines fois. Ah oui, ça peut être cool d'ailleurs d'avoir un sondage, mais pareil, il y aura toujours ce petit retard. Quel est l'intérêt de Google? Je rectifie, vrai, mais ce n'est pas Google. Ok, donc ils disent tous pareil. Moi, je pense que c'est Microsoft. Donc toi, tu penses que c'est vrai, un truc pareil? Ouais, et que c'est Microsoft parce Ouais, que après ils ont lancé Skype ou ils ont racheté Skype, je pense. Il y a un bail comme ça, tu vois. ouais, pas mal, pas mal. Et ben c'est 100% vrai, et c'est comme je l'ai raconté. Google? Ouais. Putain, propre. Ouais. Ok, stylé. Attends, j'ai un truc moi. J'ai des applaudissements. Pas mal. Yes, propre. Ok, du coup, tu as rencontré l'équipe Google dans l'ancêtre de Vivatech. Ouais. Et du coup, tu as parlé avec eux. Et il s'est passé quoi? Bah, on les a rencontrés à Londres. Quand je les ai rencontrés à Londres, le mec il nous a dit bah écoute, votre truc m'intéresse. On va venir à Paris une journée. Et il est venu avec des gars de Dublin, de Londres, l'équipe M&A, et il a fait venir un mec qui s'appelait Wesley, qui est un des gars qui se balade avec le chéquier de Google pour faire ses courses. Tranquille. Et voilà. C'est assez rigolo parce qu'on avait préparé avec eux un ordre du jour avec David et tout le reste, mes associés, à la minute près tu vois, le déroulé de la Ouais. journée quand ils devaient venir nous voir. Et la journée elle a commencé où ils nous ont mis dans une salle, nous les 5 associés à l'époque, et ils nous ont dit bah écoutez, l'agenda on l'oublie. Ouais. Vous les 5 associés vous vous mettez là, vous réfléchissez 30 minutes. Si vous deviez rejoindre Google, qu'est-ce que vous feriez de dingue? C'est Et vous stylé. avez 30 minutes et le mec il s'est barré. Et donc nous on était tellement programmés sur l'agenda, tout ce qu'on voulait dire et tout, en Ouais, fait, il perdu. était complètement le truc, et grosse tension là, on se dit putain merde comment on va changer le monde. Du coup, vous avez fait quoi comme Je sais proposition? plus, on a accouché d'une souris quoi. Ok, ok. Mais Putain, c'est un monstre à test. Hein. Ouais. Stylé, stylé, c'est un vrai entretien d'embauche, quoi. C'est Ouais. ouf, c'est ouf. Ok, ok, stylé. Derrière les barreaux et après, je fais le Google. Quelles anecdotes, en vrai. J'avoue, j'avoue. Yes, bah du coup, les amis, on revient aux questions. Ou bien... attends, il est quelle heure? Ouais, ce serait bien qu'on enchaîne sur la Minute Mentorat. Et let's go. Yes, du coup, la Minute Mentorat, c'est archi simple. Donc l'idée, c'est qu'on va appeler quelqu'un qui a un message à te dire. Et du coup, qui veut te parler, il a 5 minutes. Voilà, pour te parler. J'ai des sabliers pour 30 secondes, 2 minutes. Tu vois. C'est ma vie, je passe ma vie sur avec les sabliers. C'est Gaspard. Et c'est parti. Je dois juste. Du coup, qui es-tu? T'as 5 minutes. Bonsoir Patrick, bonsoir Adil. Bah, ravi de pouvoir participer à cette émission, c'était hyper intéressant. Je m'appelle Gaspard Marcel, je suis étudiant en école de commerce en dernière année de master et j'ai lancé ma boîte avec un associé. Et on a pour objectif de réinventer le pari sportif. On a un modèle qui est complètement différencié par rapport à ce qui existe aujourd'hui et qui a une approche bien plus équitable et éthique que ce qui existe aujourd'hui. Notre MVP, et donc la première version de notre plateforme, sort avant la fin du mois de novembre normalement. Et on a commencé à créer une petite communauté et bah, on s'attaque à des mastodontes. Donc je voulais savoir quels seraient vos meilleurs conseils pour entrer sur ce marché qui est à la fois très régulé et très complexe et avec des géants en face de nous. Elle fait quoi l'appli? Elle permet aux joueurs de Quoi, non qu'est-ce plus qu'elle a affronter un de spécifique pour trouver une place? Elle est complètement différenciée parce qu'elle permet aux joueurs de non plus affronter un bookmaker qui emploie des dizaines d'analyses sportives pour fixer des cotes, y intégrer des marges et dépouiller les parieurs au long terme. En fait, elle permet, en s'inspirant du modèle de poker, de réunir les joueurs et de les faire s'affronter entre eux, de parier entre eux et non plus contre un bookmaker qui a une asymétrie d'information qui lui est complètement favorable. Ok. Alors intellectuellement, je comprends le sujet, mais quel est l'intérêt pour moi en tant que joueur? C'est beaucoup plus divertissant, beaucoup plus équitable d'affronter des personnes qui ont le même niveau d'accès à l'information que soi. Ça peut créer des challenges avec ses potes, avec ses amis, avec sa famille, avec ses collègues. C'est une autre façon de jouer. C'est un autre jeu, c'est un autre modèle, c'est différent. Ok. Et en fait, le retour aux joueurs est plafonné par la loi à 80% avec le bookmaking, le retour aux joueurs maximum. Et généralement, les opérateurs prennent plus en fait que 15%. Et nous, on aurait un taux de commission qui est fixe. Donc c'est aussi plus transparent et il y a plus de gains pour le joueur du coup sur du long terme ou moins de pertes. Ok. Et il y aurait cette possibilité pour les très bons parieurs de pouvoir se distinguer des autres et donc
enfin d'avoir un esprit de compétition comme pour le poker où il pourrait y avoir des joueurs professionnels en fait. Et là, sur le poker, tu joues déjà avec d'autres joueurs et pas avec un broker. Oui, on s'inspire en fait de ce modèle-là. Et donc, tu le transposes, par exemple, sur le pari sportif pour des matchs de foot, pour n'importe quel autre sport, quoi. Tous les sports qui sont autorisés par l'autorité nationale des jeux, du moins en France. Ok. Déjà, toutes tes activités régulées, quoi, prépare-toi à te prendre une petite claque à un moment donné. Nous, ça nous est arrivé aussi. On a eu des convocations au commissariat dès que tu touches à tu vois, des choses assez protégées. Euh, Qu'est-ce qui est protégé aujourd'hui? euh, Nous, dans le passé, tu vois, à un moment, on a mis en relation des particuliers avec des avocats. C'est une activité qui correspond à un code de déontologie. Donc il y a des pratiques, il y a des choses à faire, pas faire. Il ne peut pas y avoir un tiers de facturation entre un avocat et son client. Et comme nous, on était une marketplace, il y avait un intermédiaire dans la facturation. Ok. Donc on a dû casser plein de trucs pour y arriver, convaincre, évangéliser et autres. Non, là, ce qu'il faut, à mon avis, sur un projet comme ça, pour avoir un peu de traction, c'est qu'il faut qu'il y ait une expérience de dingue où les gens se disent, peut-être qu'au début, ils vont pas gagner d'argent, mais c'est le frisson déjà. Quoi, dans les gens qui parient, il y a le gain et il y a l'adrénaline et le frisson et la reconnaissance. Donc peut-être qu'une façon d'entrer sur le marché, c'est de sortir de la perspective de gain pour avoir un truc beaucoup plus communautaire et amorcer la pompe et rajouter progressivement les couches derrière. Et puis en plus, avec le Web3, tu peux t'amuser à imaginer des choses assez sympathiques derrière. Ça fait super plaisir d'entendre ça parce que c'est exactement ce qu'on veut mettre en avant, l'aspect communautaire et non pas simplement pour générer du clic. Et en fait, le premier facteur d'addiction en France, c'est l'isolement des joueurs. Et si on arrive à vraiment créer une communauté qui se veut figitale, à l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui où c'est uniquement du digital, nous, notre but, ça serait de rapprocher les joueurs avec leur vraie passion, qui est à la base le sport et non pas le pari. Donc il y a cette volonté de créer une vraie communauté. Et comme les joueurs jouent pas contre nous, on aimerait aussi permettre le partage de l'information sur notre plateforme pour que les joueurs aient accès aux mêmes data que les bookmakers, parce que du coup, il y aurait plus cette opposition entre eux et nous. Ça serait une opposition que entre les Après, joueurs. la question que je me pose, c'est que les gens qui jouent, hein, tu as deux types. Tu as les gens aujourd'hui qui jouent, qui sont déjà des parieurs, qui cherchent à gagner de l'argent et qui n'arrêtent pas. Et puis il y a ceux qui ont le frisson sportif. Et donc est-ce que c'est tous les mêmes? Parce que, tu vois, les drivers, les motivations ne sont pas forcément les mêmes. Toi, la façon dont tu présentes le sujet, il est hyper structuré d'un point de vue marché. Je ne sais pas si le joueur, il pense qu'il y a un broker d'un côté qui est en train d'essayer de l'entourlouper. Je pense qu'il ne voit pas tout ça. Il se dit, bah, j'ai mis la cote, elle est de temps, j'ai mis un truc, ouah, j'ai gagné, j'ai perdu. On sait aussi que toutes ces boîtes-là reversent à peu près, je crois que c'est 80%, mais parce que au final, les gens veulent du frisson. Je ne sais pas si ton approche aussi rationnelle, elle est très bien d'un point de vue BP, d'un point de vue business model, mais est-ce que d'un point de vue marketing, créer l'UX différente, onboarder une communauté de dingue où les gens ils disent chez eux je fais un truc que je ne pouvais pas faire ailleurs j'ai envie d'aller là parce que soit je gagne de l'argent, soit j'ai un frisson. Mais réunir les deux aussi à un moment, c'est pas évident. Donc je suis pas sûr que le pain que tu mets en avant, le côté broker qui a l'air d'être ton ennemi juré numéro un, je sais pas si du côté de la communauté c'est vraiment identifié dans le paysage. Et donc est-ce que c'est ça qui les motive à te rejoindre? Tu vois, la proposition de valeur, elle n'est pas hyper claire d'un point de vue user. Du coup, quel conseil pourrais-tu me donner pour que je l'oriente plutôt utilisateur que business angel? Hum, Va discuter avec un ou deux gars à la Française des Jeux ou au PMU, parce qu'ils connaissent ce truc-là par cœur. S'ils sont sympas, ils passent un peu de temps, et si tu as besoin, tu m'envoies un mail. J'en connais un très bien qui est une crème au PMU, qui est une boîte avec qui on a lancé une nouvelle boîte là. Donc je les connais très très bien, et ils sont top. Donc là, discute avec eux, tu auras pas mal de clés quand même du pari sportif. Hippique en l'occurrence, mais ils connaissent le sujet grave. Là, et après... assure-toi que tu vas parler aux users. Tu as parlé à combien de mecs qui font des paris? Bah, justement, j'ai de la chance d'avoir pas mal de parieurs dans mon entourage. Et j'ai fait aussi toute l'étude de besoin avec des personnes extérieures à mon entourage pour connaître du coup toute leur pain et leurs leviers de motivation. Et ce qui leur sortait, c'était ce que tu disais aussi, le frisson. Et ce qui ressortait aussi du poker, modèle qu'on veut transposer au paris sportif, c'est cet esprit de compétition et de jouer Ouais. les uns contre les autres. Après, tu es jeune dans ton histoire entrepreneuriale, donc là, tu n'auras pas d'argent, tu pourras pas aller dans le pari sportif parce que c'est une telle tannée de te faire
autorisé, il y a tellement de barrières, ça va prendre du temps. Je dis pas que tu vas pas y arriver, mais donc tu es obligé d'y arriver dans le côté communautaire et frisson, il faut que tu craques un truc là-dedans. Il faut que les chiffres ils décollent parce que les gens ils disent wow, ce truc-là est incroyable. Tu vois, des communautés à la Zenly, avant de monétiser, ils ont créé une expérience autour de la géologue de dingue. Et réussi à avoir des communautés de dingue. Et après, tu peux te poser des questions de monétiser. Bon, eux, ils ont vendu à Snapchat et après, il s'est passé d'autres choses. Mais il faut que tu casses les codes là-dedans et entoure-toi aussi d'un Patrick Amial. Non, mais d'un entrepreneur qui est prêt à attaquer un édifice qui est comme compliqué. Tu t'attaques à un gros truc. Je dis pas qu'il faut pas y aller et foncer, hein, mais trouve un axe très chirurgical où tu apportes une vraie rupture, parce que si tu es un parmi 40 avec les moyens que d'autres ont, ça va être plus compliqué. Il faut que tu sois un peu déraisonnable sur l'approche avec une proposition de valeur vachement plus chirurgicale. Et donc discute avec des gens dont c'est le métier, discute avec des users, et trouve un mec qui t'aide à pas penser trop rationnellement au début. Il faut un grain de folie pour que ça craque. Ok, ça marche. Bah, je prends bonne note de ces conseils qui m'ont l'air très, très pertinents. Cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous, Gaspard. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et on revient du coup, voilà, on revient là où on était. Voilà, dans quelques secondes. C'est parti. Hop. Yes. Attends. Une question de Théo, voilà, ça tombe direct, c'est bien, ça fait plaisir. Est-ce que tu as investi dans Zenly? Non. Ah, merde. Pourquoi? Parce que je connaissais pas l'application. Alors là, je vais parler de toute ma fille. C'est ma fille qui est une hard user de Zenly. Donc du coup, j'ai découvert grâce à elle. Et elle se lève le matin, elle est sur Zenly. Et j'ai découvert trop tard, où la boîte elle était déjà rachetée par Snapchat. Donc je suis passé un peu trop tard. Ok, bah du coup j'ai une question par rapport à ces boîtes-là. Est-ce que tu découvres d'autres boîtes via tes enfants? Bah, ça, c'est Twitch. un Twitch via toi. Non, mais je découvre aussi surtout leur utilisation, parce que je pense que mes enfants, ils ont, surtout mon fils, son professeur, ça s'appelle YouTube. Pareil. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai pas connu ça. Donc, de voir l'utilisation qui peut être aussi sérieuse, après, il passe un temps fou et va te coucher. Va. Je sais qu'il écoute. Mais voilà, il va aussi apprendre, se documenter, trouver des choses intéressantes là-dessus. Donc, oui, je découvre leur usage en tout cas. Ok, ça marche. Théo qui nous dit, attends, c'est ça, ça je l'ai vu tout à l'heure. Alice, bon courage Gaspard pour la suite. Bah oui, bon courage Gaspard. Il est là, voilà, c'est Genius Gambler d'ailleurs. Donc il est en train de répondre. Et Charisme qui nous dit, si tu devais développer une application trop complexe et lente à dev seul, et que tu as besoin de plus de dev et de workforce, tu conseilles de faire une levée avant même d'avoir programmé quoi que ce soit, juste avec un pitch deck. Donc une appli qui est grave complexe, tu as besoin de beaucoup de monde pour être dessus, pour la développer au final. Est-ce qu'il faut lever avec un pitch deck pour pouvoir tenir un peu les coûts du dev? Bah, la complexité, c'est quand tu te lances et que tu n'as pas 2,5 millions sur ton compte, et que tu n'es pas serial entrepreneur. Tu as beau dire sur 3 slides ou 15 slides, j'ai envie de faire ça, il n'y a pas grand monde qui va t'écouter et te financer. Donc ça, c'est un peu la solitude. Tu peux avoir quelques petites aides à 10, 20, 30 cas régionales et autres qui t'aident un petit peu. Donc ça, on a de la chance en France où il y a plein d'aides, quoi. On est quand même un pays de dingue. Faut savourer ça. Mais après, si tu as besoin de beaucoup d'argent, ça marche pas au lancement. Les gens te donneront pas, surtout si tu n'as pas un track record de dingue, beaucoup d'argent. Donc je pense que là, tu te mets tout seul dans une impasse. Ok. Il y a les réponses. Ouais, s'il y a des questions, on reprend toujours. Je pense qu'il y avait une question tout à l'heure que j'ai ratée. On a parlé du produit. T'arrives à voir l'écran là? Oui, c'est T'arrives trop à petit. lire? Ouais. J'ai pas 40 ans, moi. Je vais partir, messieurs, dames. Dépêchez-vous, je vais me barrer en plein milieu. Non, on m'a dit que je traite bien mes invités, t'inquiète pas. Une question de Luplex. Comment tu vois le monde de demain? Ah putain, c'est the question. Le monde de demain. Les tendances. Au global, Ouais, pas que aujourd'hui. tech, hein, tout ça. Écoute, j'ai tendance à être assez optimiste de nature, hein, mais pas mal de bordel là. Et la question que je me pose, que j'ai posée sur Twitter ce week-end, je me dis, tu vois, nous on est hyper inquiets parce que Covid, l'Ukraine avec un fou, le climat, quoi, surtout en 1, ça c'est quand même assez anxiogène tout ce bordel. Hein. Mais qu'est-ce que pensaient nos aïeux quand il y avait
choc pétrolier, le sida, où tu vois tout le monde devait se protéger ou mourir parce qu'il y a une infection mondiale qui faisait des frayeurs partout, où il y avait les États-Unis face à la Russie dans la baie des Cochons qui mettaient des missiles qui pointaient vers les États-Unis. Quand même des angoisses de dingue. Donc je me dis, est-ce que cette angoisse, elle est juste normale, Ouais. amplifiée bien évidemment par les médias, mais on a quand même un truc aujourd'hui qui est le climat, qui m'a l'air quand même de sortir un peu de... Alors des guerres, ça fait partie de la race humaine. Le climat, je suis moins clair là-dessus, j'ai l'impression qu'on est un truc un peu à sens unique et on est comme des débiles, quoi. On est bourré d'intelligence, on est bourré de tout, mais on a l'espèce la plus intelligente qui détruit tout. Je pense qu'une gazelle m'a l'air un peu plus intelligente que nous, quoi. Ok. Il y avait une autre question aussi, j'ai vu tout à l'heure, qui était pas mal. Attends, déjà en bas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu penses qu'il faut avoir un associé pour se lancer? Très bonne question. Plutôt oui. Ok. Comment choisir un associé? Alors, pour le trouver, il faut sortir. Sortir, Rencontrer, voir, parler, dire à tout le monde que tu cherches quelqu'un, arriver à définir ce que tu cherches, là où tu es bon et là où tu n'es pas bon. Et après, le truc, moi, je trouve qu'il a marché, parce que nous, on était 5 associés dans ma boîte d'avant. 5, c'est pas trop. Je sais pas, en tout cas, ça a fonctionné très longtemps. Je pense que il y a quelques points d'attention. Le premier, c'est surtout pas dire on est complémentaires, ça c'est une évidence, quoi. Il y a un qui fait tech, un qui fait marketing, fine. Mais c'est surtout d'admirer l'autre. Tu vois, moi je pense que mes associés, dans ma boîte précédente et dans ma boîte actuelle, je les trouve brillantissimes. Je les adore. Je pense que quand ils font un truc ou qu'ils me disent un truc, franchement, c'était à chaque fois poum. Donc les admirer, c'est ce qui va éviter de créer des tensions après. Et puis après, d'être assez aligné avec les uns avec les autres sur le perso et le pro. Ok. S'il y en a un qui travaille nuit et jour tout le temps et que toi, tu dis moi, je vais aller voir mes gosses, ou non, comment on dit à cet âge-là, on va pas voir ses gosses. Si, ça Si, passe, si. ça passe, t'inquiète. Voilà. Ok, ça marche. J'ai vu une question qui était cool de Clark. Salut d'ailleurs, Aziz Boss, ça fait toujours plaisir de t'avoir de retour. Comment as-tu développé ta résilience pendant les moments difficiles? Voilà, ça, c'est un truc qui est automatique. Comme je disais un peu en intro, il n'y a pas grand-chose qui me touche. Voilà, je sais ce qui est important pour moi. Après toutes les merdes de boulot, Ok, ça marche. Ça marche. J'ai pensé à la pub dans ma tête, c'est pour ça. J'allais dire Factory Club. Comme ça, on les place toujours, du début jusqu'à la fin. Alors, on enchaîne. Il y avait une question aussi tout à l'heure qui était cool. On a parlé de Paris. Ah, il y a un truc par rapport à FinTech. Alors, Diasnad, j'espère que tu es toujours là d'ailleurs. Il est vrai que chaque investisseur a des domaines préférés. Quels sont les vôtres? Web3, économie circulaire, FinTech. FinTech, c'est sans le E. Là, c'est FinTech. Là, c'est les boîtes de la joie. En fait, j'aime bien comprendre les secteurs. Il n'y a qu'une seule boîte dans laquelle j'ai investi où j'ai rien compris. J'ai toujours rien compris. Parce que j'ai 4 potes que j'adore qui sont bons, smart, qui m'ont dit on met un ticket là-dedans, tu devrais mettre. Ledger. Non, ça j'ai compris. Un autre truc dans Kubernetes, je ne sais pas comment on dit, un truc de stockage. Ah oui, je connais ça. Ah oui, tu connais. Ouais, moi, mais attends, ça appartient pas à Google, non? Non, c'est une petite. Il y a plusieurs boîtes qui font ça, mais voilà. Moi, j'aime bien investir quand je comprends. Ouais. Et Kubernetes, je sais que c'est un truc. C'est trop tech. Voilà, mais pas forcément. Je me suis pas dit, tu vois, fintech oui ou truc non. Ok, ça marche. Moi, j'ai une question que je voulais poser depuis tout à l'heure. Si je devrais demain, voilà, tu vois, toi, tu fais les petits calls là d'aide. Voilà, si je viens te voir dans un call et je te dis, écoute, Patrick, voilà, moi je lance 1, 2, 3 Founded. C'est 3, 2, 1 Founded, copier-coller. Voilà. Qu'est-ce que tu vas me conseiller de faire? Ah bon, on l'a déjà eu, même dans ma boîte d'avant, des gens qui l'ont copié-collé exactement ce qu'on faisait de A à Z, même les CGU. Ok, ouais, ça c'est un peu abusé. Franchement, je m'en moque royalement, il n'y a que l'exécution qui fera la différence, donc je te souhaiterais bonne chance. Mais pour le faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Des conseils? Tu veux que je te donne des conseils pour le faire? Bah oui. Mais même les conseils, ça, c'est pas... je pense qu'il faut avoir les bons associés, les bonnes personnes qui eux, savent ce qu'il faut faire, ou vont aller chercher l'info, mais donc... moi, d'avoir des concurrents même qui nous copient, je dis à nous d'être 100 fois meilleurs et de tracer plus vite que tout le monde. Je te laisserai bien sur le bord de la route, mais ça ne m'inquiétera pas plus que ça. Ok, ça marche. Ok. Ça m'a rappelé Stanislas avec Doctolib et l'inverse. Voilà. This boss, yes.
Pour rebondir sur les commentaires, le commentaire sur l'admiration de ses associés, pour quelle qualité, compétence penses-tu que tes associés t'admirent? Pourquoi tes associés te kiffent? C'est une bonne question, ça, il faut leur demander. Ouais. Il y a un pack qui est autour des valeurs. Il y a un pack qui est autour de la... Tu vois, dans les associés, on était dans la boîte d'avant, on était 4. Ouais, Il y en a 2 qui étaient, je vais être un peu schématique, mais top-down. C'est-à-dire qu'ils pensaient vraiment vision future, et puis ensuite, on se demandait comment on faisait. Et d'autres qui étaient bottom-up, qui pensaient vraiment au quotidien et à améliorer tous les trucs. Et en fait, ils montaient, on se rejoignait, mais on avait 2 visions, 2 façons d'aborder les sujets différents. Donc moi, je sais que j'étais plus sur la vision, et je pense que j'avais plutôt des bonnes visions, des bonnes compréhensions à chaque fois ce qu'on a fait un peu sur l'exercice avec le gaming, de comprendre le user. Tu vois, la fameuse Madame Michu, j'arrive vraiment bien à faire 2 trucs. Un, me mettre dans son cerveau, et 2, à ne faire aucun effort pour essayer de comprendre un truc. Et soit je le comprends, et là, c'est-à-dire que l'idée, elle est limpide, elle est clairement exprimée, c'est simple. Mais si je dois faire des efforts de dingue pour essayer de comprendre, c'est qu'il y a il y a un truc un peu granuleux qui fait que ça marche pas. ok. Une question de Théo. D'ailleurs, je pense, les 2-3 dernières questions après. Oui, il y a 2 questions d'ailleurs. Alix, est-ce qu'une startup peut lever des fonds même si le développement du produit n'est pas commencé? Faut-il forcément qu'il y ait un dirigeant qui a la compétence de dev? Donc, 2 questions. La première, c'est déjà, est-ce qu'une startup peut lever des fonds sans avoir rien? Auprès de business angel et d'amis, probablement, si Ok. tu es très crédible et que tu as un beau réseau et qui t'aime beaucoup. Deuxième question, est-ce qu'il faut forcément avoir un associé dans une est-ce qu'il faut avoir un associé dans une startup qui soit dev? Alors, un dirigeant qui a la compétence dans le dev produit, si ton activité est très tech, il faudrait qu'il y ait dans 2 associés quelqu'un qui incarne cette fonction. Au début, tu peux un peu outsourcer pour tu vois, faire un petit MVP auprès de quelqu'un. Mais dans tous nos sujets digitaux, ne pas maîtriser le sujet tech, alors même s'il y a moins de barrières aujourd'hui, je pense que ça va être un problème, parce que si par bonheur la boîte elle marche, il va falloir traiter des sujets tech plus complexes, plus grands. Donc il faudra aller peut-être en temps 2 chercher quelqu'un. Ok. Mais le bon duo au début, c'est au moins d'avoir un mec un peu, ou une nana marketing business et sales. Le meilleur vendeur, c'est souvent le CEO, et un profil tech avec. Ok. Théo qui nous dit, je fais remonter la question de Tips qui est intéressante. Où est-ce qu'on peut trouver... Où est-ce que l'on peut se former sur les levées de fonds? Voilà, où on peut se former pour les levées de fonds? Il y a pas mal de docs. Factory Club. Je suis trop Voilà. fort. C'est bon, on passe son produit. Ouais, ça y est. Alors Factory Club, je vous recommande. Non, il y a beaucoup de docs disponibles, mais surtout, je pense que la doc, bon, elle est un peu rébarbative, elle est un peu technique. Il y a plein sur Internet, il y en a plein, mais allez discuter avec un ou 2 mecs ou une de nanas, parce que je dis beaucoup mecs, qui ont levé un peu d'argent et qui vont vous faire part de leur expérience. Écrire une term sheet, c'est quoi les 2-3 trucs importants, c'est quoi les clauses qu'il faut accepter, pas accepter, comprendre le process. Voilà. Mais dès que vous êtes dans une levée de fonds, donc soit vous êtes au tout début, et ça s'appelle pas vraiment une levée de fonds, c'est un petit tour de business angel de site, c'est léger et ça se fait simplement, bien qu'il y ait un peu de paperasse quand même. Là, il y a un avocat. Si c'est une levée plus conséquente, il y a même des leveurs ou des gens qui peuvent vous accompagner parce qu'ils ont le savoir-faire. Des fois, ça vaut le coup de payer, c'est cher. Mais ils vont vous éviter des erreurs, et 2, ils vont vous permettre de lever un peu plus. Ok, donc why not? Ça marche. J'allais dire un truc, oui, par rapport à la levée. J'avais fait du coup le live avec Julia Bijawi de Frichy. On a vraiment parlé de ça principalement, donc comment elle a fait elle pour lever des fonds. Elle a raconté vraiment tout. Donc si tu l'as pas encore vu, Alix, saute dessus, c'est sur YouTube. Théo, oui, c'est ça, on l'a dit. Oui, Luplex, comment tu séduis des boîtes pour essayer de mettre ton ticket? C'est quoi la technique? Je tape à la porte en direct. Donc je les observe pendant longtemps sans me manifester, puis je vais contacter le fondateur, même si je le connais pas. Tu pars chez lui? Non, j'envoie un petit mot sur LinkedIn, boum. Parce que ça a été drôle, tu vois. Il ouvre la porte, ouais, je suis un investisseur. Non, Tiens. je sais qu'il n'a pas besoin de moi après, voilà. Et j'ai un petit peu de cheveux blancs, et donc j'ai traîné dans ce secteur. Donc je suis connu auprès de certains, et ils savent que je suis pas nocif et que je peux aider.
Ok. Théo, ça on l'a dit. Attends, ça on l'a dit aussi. Oui, désolé pour la fintech, erreur de frappe, mais ça serait fine pour savoir comment on peut contacter Patrick. Exactement. Je prends une dernière question et après, du coup, on enchaîne. Si tu devrais partir de zéro, sans fonds ni réseau, quel serait ton cheminement? Question de Jilan, c'est la dernière. Ok. Sans apport de fonds, c'est ce qu'on a fait là, mais j'avais du réseau, donc là, sans aucun des deux. Alors, les fonds, de nouveau, je trouve qu'il y a plein d'aides en France, et on n'a pas besoin de beaucoup avec toutes les nouvelles techno aujourd'hui pour se lancer, donc c'est pas trop une barrière. Sans réseau, je trouve que c'est ce qui a le plus de valeur, donc j'irai taper à la porte, j'irai me constituer. Ouais, moi, le truc, j'avais bossé aussi avec plein de mecs dans un autre dispositif qui avait pas beaucoup de réseau. Putain, ayez de l'audace, quoi. Franchement, il y a plein d'entrepreneurs. Je vois tous mes potes entrepreneurs, ils aident un monde de dingue. On peut pas dire oui à tout le monde, hein, malheureusement. Quoi, c'est votre erreur si vous n'arrivez pas à séduire quelqu'un pour qu'il vous accorde une demi-heure, quoi. Ok. Donc il y a de la place. Ça marche. Qu'est-ce que j'allais dire? Franchement, merci, ça m'a fait vraiment plaisir. Moi, là, il y a un truc. Normalement, je demande ça aux invités avant et tout. Est-ce que tu as quelque chose à offrir à l'audience? Quelqu'un de l'audience? Quelque chose à offrir. J'ai compris qu'il y a pas mal de monde qui est un peu early et qui a besoin de temps. Donc, faire du temps one-to-one, ça va être compliqué, mais peut-être qu'à un moment, on peut se faire un pot. Mais choisir un, peut-être? Ouais, Enfin, one-to-one, écoute, nous, 30 minutes? on va faire un autre truc. On prend des nouveaux locaux, a priori, à Opéra en janvier. Ouais, j'ai vu ça sur Twitter. Voilà. Donc, on va inviter Adil. Et s'il y a quelques personnes qui viennent venir prendre un pot. Vas-y. Opéra janvier. Voilà, Opéra janvier, c'est noté, c'est signé. Et si certains d'entre vous veulent venir, ce sera l'occasion de tchatcher, on fera ça à ce moment-là. Ça me va. Et voilà, comme ça, ils peuvent aussi choper du réseau et de l'argent. C'est bien. Cool, ça c'est très cool. Autre chose, et la question que j'adore poser à tous les guests, voilà, quelqu'un que tu me recommandes de ton réseau, que je ramène sur le patron, et pourquoi? Ah putain, il y en a plein. Il y a tellement de monde que j'aime dans ce milieu-là. Dis pas Raphaël, voilà. Non. J'ai déjà le contact. Raphaël est top. Virgile de Figures, c'est comme un mec qui est parti de zéro. Ouais. Qui bossait dans les RH, qui s'est dit à un moment, il y a moyen de faire un truc. Et il a fait au début sur un fichier Excel. Il a pris les salaires des gens dans quelques startups. Il en a fait un salaire moyen. Et c'était un vieux, c'est même pas un Excel, c'est un Google Sheet. Et en disant, écoute, toi, tu es dans telle boîte, donc du coup, je te permets de dire que les directeurs marketing, en moyenne, dans les 7 boîtes qui sont dans mon panel, coup de temps et compagnie, donc il a donné des repères. Là-dedans, il a créé un outil de comparaison, tu vois, de grille salariale, et on a vachement besoin de période de recrutement là. Donc il a rajouté beaucoup d'intelligence derrière, si c'est un homme, une femme, s'il encadre des gens, si truc. Donc ça donne une visibilité plutôt que de bider au pif et de mettre un peu de rationnel là-dedans. Il est parti de zéro et aujourd'hui, il cartonne grave. Donc, comment tu pars d'un Google Sheet et que tu montes une boîte et qu'il a racheté des boîtes dans 2-3 pays européens. Maintenant, il a je ne sais plus combien de milliers de clients et c'est un mec qui, humainement, est top. Virgile. Ouais. Ok. Quelqu'un d'autre? Au cas où. Je profite. Après, il y a une grosse pointure. Il y a Rachel Delacour, qui est cofondatrice de Sweep, qui était ex-présidente de France Digital, ou vice-présidente, je ne sais plus. Et Rachel, c'est une nana que j'adore pour ses valeurs, pour ce qu'elle crée. Il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneurs, et elle a déjà vendu une boîte pour beaucoup d'argent qui s'appelait BIM. Mais elle garde autant de low profile pour créer ce qu'elle est en train de créer aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une boîte d'impact pour réduire un peu l'empreinte carbone de toutes les boîtes, les grosses boîtes du monde voilà. Et donc, c'est une nana top et brillantissime. Voilà. Trop cool. Pour 3 de Unfounded, un co-associé, voilà, parce qu'on ne dit pas client, que tu veux avoir et que tu n'as pas encore? Ah, bonne question. Le rêve. The dream. Écoute, on va être bourrin pour finir, pour ceux qui sont restés jusque-là. Il y a quelques jours, je me dis avec qui j'aimerais bien monter des boîtes. Ouais. À 7h20 du mat, j'ai envoyé un mail à Xavier Niel que je connais pas en lui disant est-ce que ce serait pas marrant de monter une boîte ensemble. Il répond très vite. Il est très fort. Il a fait mieux. 10 minutes après, mon téléphone sonnait. Ouais. Donc à 7h, tu vois, je sais plus, 30 et quelques du matin. Bonjour, c'est Xavier Niel, est-ce qu'on peut discuter? Attends, laisse-moi me réveiller déjà. Voilà. Et donc, non, mais voilà, s'il y a bien quelques entrepreneurs qui ont créé des empires aujourd'hui, qui sont assez intéressants. Et voilà, donc là, on doit prendre un petit café après-demain.
Trop cool, trop cool. Bah, tu lui passes le salut de ma part. En vrai, tu lui dis, le gars de Twitch, il va dire, ah, je le connais très bien, t'inquiète pas. Ouais. Ok, trop cool, trop cool. Je regarde juste voilà, les derniers messages qu'on a reçus. Un grand bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un grand merci. Bravo, merci. Super émission, merci, bravo. Je suis chaud. Adi, mon ami, je t'emmène en voiture si tu veux. Ça, c'est cool. Il parle de trucs d'opéra de tout à l'heure. Ah, d'accord. Voilà, donc j'ai un chauffeur, ça fait toujours plaisir. Motivé, je suis là, Adil, moi très chaud aussi. Bah écoute, ça fait plaisir. La team commune. Alors, Belric nous dit, j'ai une entreprise construction industrielle à créer par État algérien, ANAD. Je cherche des investisseurs, 51-49. Est-ce que vous investissez dans des boîtes de BTP construction? Non. Pourquoi? Parce que je comprends pas le secteur. ok, non mais c'est une réponse. C'est une réponse. Ah, les deux sosies, ça s'associe. Ah oui, il y avait un commentaire sur LinkedIn comme quoi tu ressembles à Nial. Je te rappelle. Ouais, je vois pas d'où. Ouais, je pense que c'est l'âge. Je vais arrêter. Cette soirée va mal finir. Ça, il reste pas beaucoup. Alors, toujours là sur les anecdotes de ouf ce soir. Ah oui, j'avoue, Masterclass sur Life, Bolloré. C'est parti très loin. Yes, moi j'ai une dernière question, c'était la question de quelqu'un tout à l'heure. Dis-moi où on peut te suivre, tes actus et ceux du coup de 3D Unfounded. Alors, moi je publie pas mal sur Twitter et LinkedIn, j'ai arrêté Facebook depuis 2-3 ans. Comme tout le monde. Voilà, c'est pour ça que l'action chute. Il n'y a que Marc tout seul dessus. Même lui, je pense, il est parti dans son métaverse, il a laissé tomber. Ouais, et voilà, et puis les actus de 3-2-1, pour l'instant c'est via moi et puis on va se mettre à faire un peu de com parce que pour l'instant je t'ai dit on n'en faisait pas, donc demain normalement il faut que j'arrive à me mettre d'accord avec une jeune fille peut-être qui nous écoute qui va nous rejoindre en Head of Marketing là. Cool. Là, et donc c'est à elle de bosser après. Trop cool. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, tu as parlé de Twitter. Elon Musk, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il y a un grand débat en mode est-ce que c'est des bonnes choses? Et du coup, est-ce qu'il gère ou est-ce qu'il fait de la merde? Pour toi aujourd'hui, Elon Musk, est-ce qu'il gère ou est-ce qu'il fait de la merde pour Twitter? C'est pareil, il y a deux trucs. En général, il y a beaucoup d'entrepreneurs brillants qui ont un grain. Ouais. Il faut un petit grain pour pousser les murs à un moment, pour penser différemment et autres. Donc je pense que sa folie a permis de créer des empires. Humainement, ça donne pas du tout envie, quoi. De tout casser comme ça. Après, cette boîte-là, Twitter, a une communauté dingue, mais pas valorisée. Donc, il est parti là-dedans pour trouver toutes les clés. Ce qui est marrant, c'est qu'il fait un brainstorm en live avec tout le monde. c'est ce qui est drôle. Qui revient sur A, B, il en a rien à foutre, il va à droite, à gauche. Moi, j'ai vu pas mal de grands foufous brillants qui fonctionnent comme ça. Donc, non, je pense que ce qu'il fait je dirais plutôt, si j'enlève le côté social, est bien pour Twitter parce qu'il va sûrement en sortir. Soit il va tout casser, soit ça devient une boîte qui a une viabilité économique plus sereine et peut-être un reach plus gros. Donc voilà, après quand tu crées des empires, tu fais décoller des fusées qui vont là-haut. Après, il n'y a qu'une dette de dingue et ce que tu veux, que tu fais des bagnoles que General Motors, Renault, Nissan ne sont pas arrivés à faire pendant des années. Ouais, je reste quand même assez admiratif de ce genre de créateur, quoi. Ok, ça marche. Un jour, il sera sur le patron, t'inquiète pas. Il sera ici. Yes, merci beaucoup les amis. Je dois juste vous annoncer, voilà, comme d'habitude, voilà, le prochain guest. Alors, ça sera pas dans 15 jours, mais ça sera beaucoup plus. Donc, dans 20 jours, on parle du 6 décembre parce que les amis, je vais partir en vacances les 2 prochaines semaines. Donc, j'arrête tout pour une fois. Voilà, ça fait un moment d'ailleurs que j'ai pas eu de vacances. Et du coup, ça sera le mardi 6 décembre à 21h et on sera avec Harold Parizeau. Est-ce que tu le connais? Non. Yes, une petite découverte. Donc Harold Parizeau, les amis, c'est le fondateur de Chinese Business Club, le premier réseau d'affaires en France. Et du coup, il fait des déjeuners où il rassemble d'un côté des startups et d'un côté des grands groupes ou du coup des personnes qui sont un peu plus corpo pour le coup. Donc tu peux te retrouver dans le même déjeuner avec un... Pour développer son activité en Chine. Il y a aussi la partie Chine là-dedans. Donc il y a aussi des personnes de Chine qui viennent, notamment tu vois l'ambassadeur de Chine en France ou d'autres du coup qui peuvent aussi assister. Pas mal de bonnes questions sur
Ouais, sur beaucoup de choses. L'équilibre du monde. Ouais, exactement. Et du coup, là, on va aussi parler de réseau. Et c'est quoi l'intérêt pour une startup, tu vois, de partir discuter, je sais pas moi, avec le patron d'Asso, par exemple, tu vois. Voilà, toi, tu es une boîte qui fait, je sais pas, de l'industriel. Voilà, comment tu peux l'approcher? À quoi ça sert? Je pense que lui, il connaît ces choses-là parce qu'il discute avec ces gens-là au quotidien. Et il ramène du coup des boîtes pour eux. Pareil, c'est quoi l'intérêt pour eux d'avoir une boîte en face? Je pense que c'est des sujets qui se discutent pour, voilà, pour si moi je suis fondateur demain, bah, je sais que, ok, si je me trouve dans un ascenseur par magie devant, je sais pas moi, je prends l'exemple Frédéric Arnault, bah, je sais quoi lui dire. Parce que toi, tu le fais déjà, ça. Oui, je sais, mais. Toi, tu lui demandes tout de suite son salaire. Voilà, direct, direct, sans problème. Ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais du coup, ouais, mais du coup, là, quoi, comme ça, on peut savoir comment on peut approcher du coup ces gens comme ça, comment on peut tirer aussi et créer des synergies dans l'écosystème. Voilà, donc les amis, je vous donne rendez-vous le 6 décembre à 21h. Merci à tous, c'était grave stylé. Et merci encore Patrick, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Et merci à tous. Et il est l'heure d'aller dormir pour beaucoup d'entre vous. Ouais, Donc, notamment les enfants, je sais qu'ils sont là. Allez vous coucher, je rentre. Merci, on se retrouve le 6 décembre. Salut. Ciao.